pendant 2 heures. Avec moi, Michel Cotta, journaliste, éditorialiste bien connu. Face à vous, William T, président du think tank Le Millénaire. Merci à tous d'être là. Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national. Face à vous, Jacques-Marie Lossian, député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Et puis Bruno Pomar, vous êtes notre expert sécurité, un ex-policier, instructeur du RAID et un ancien CRS. Pour l'instant, vous le voyez d'ailleurs sur ces images en direct, la manifestation partie d'Hendaye et qui va se diriger vers la frontière espagnole se passe parfaitement dans le calme. On va d'ailleurs retrouver sur place l'une de nos envoyées spéciales, Mathilde Guénégan. On le voit, c'est d'abord un cortège qui est ouvert par des délégations basques. Ça rappelle qu'on est au cœur du Pays basque, Mathilde. Absolument, ce sont ces organisations qui sont à l'origine de l'organisation de son contre-sommet. Bien sûr, elles ne sont pas les seules organisations à participer à ce contre-sommet, à cette manifestation aujourd'hui. Il y a différents syndicats et collectifs, des associations écologistes, des associations indépendantistes basques, différents mouvements. Vous le voyez sur ces images, c'est un mouvement intergénérationnel avec un mot d'ordre, G7-EZ, qui en basque veut dire G7 non. C'est la première grande manifestation de ce contre-sommet qui a débuté mercredi. Ils ont organisé de nombreuses conférences, rencontres, tours de thématiques qui sont notamment abordées par les puissances du G7 à partir de demain. La question des inégalités, du réchauffement climatique. Ici, on nous dit qu'on veut croire à la convergence des luttes, montrer que ceux qui luttent pour l'inégalité homme-femme, ceux qui luttent pour le climat ou ceux qui luttent pour une alternative au capitalisme ont tous le même but. On nous dit ici, fin du mois, fin du monde, même combat. C'est un slogan qu'on avait retrouvé aussi sur les manifestations des Gilets jaunes. Alors vous voyez, ce parcours emprunte un parcours qui est autorisé. C'est une manifestation qui a été déclarée, qui est partie d'Hendaye et qui très symboliquement va traverser le pont qui sépare la frontière, qui est sur la frontière franco-espagnole. Et sur ce pont, ils vont observer 1 minute de silence pour dénoncer, nous dit-on, les politiques migratoires des puissances du G7. Ils finiront ensuite du côté d'Irun, au palais des congrès Ficoba, qui est le lieu du contre-sommet. Ici, ce qu'on veut dire, quand on pose la question sur ce qu'ils attendent de ce G7, est-ce qu'ils attendent malgré tout quelque chose, on nous dit presque unanimement qu'on en a marre des discours et qu'ils attendent des actes. Merci beaucoup Mathilde Guénégan et merci à Éric Jossé qui est derrière la caméra. On reste évidemment avec ces images en direct de cette manifestation qui est en train de partir d'Hendaye. Mathilde vient de le rappeler, Michel Cotta, les inégalités c'était théoriquement le thème principal de ce G7. On va voir que beaucoup d'autres thèmes se sont invités dans l'actualité derrière. Alors, bien sûr, les inégalités étaient au programme, mais on s'aperçoit que l'actualité est toujours plus importante que les sommets préparés. Donc, des événements se sont multipliés et effectivement, il semblerait que le débat climatologique prenne le dessus sur tout le reste. Maintenant, qu'est-ce que le G7 peut beaucoup d'altermondialistes disent il est illégitime. Je trouve qu'un G7 est légitime. Tout le monde a le droit de se rencontrer et il vaut mieux qu'ils se rencontrent. En revanche, il faut qu'il soit utile. Et c'est pas sûr que tout ça se finisse par des décisions, sûrement pas. Mais c'est quand même pas mauvais que dans ce monde chaotique, les gens se rencontrent. On a vu tout à l'heure Trump arriver en accueillant les Français. C'est vrai que ça va être pas commode de parler de la taxe sur les vins contre la taxe contre les GAFA. Donc ce sommet est un sommet bousculé, mais d'autant plus bousculé que l'Europe et les pays et l'Amérique sont profondément divisés. Merci Michel. Fin du mois, fin du monde, on l'a entendu ce slogan à Hendaye. Au même moment, on entend le même à Paris avec ce rassemblement de Gilets jaunes. On va aller sur les images en direct du rassemblement de Gilets jaunes à Paris. Vous voyez d'ailleurs les deux cortèges peuvent se mettre l'un à côté de l'autre. Certains des slogans sont à peu près les mêmes. Des Gilets jaunes d'ailleurs qui souvent ces derniers temps se sont greffés sur des éléments d'actualité. On sait qu'ils vont là aussi parler du G7. William T, est-ce que peut voir une équivalence entre les demandes des ONG dans le sud-ouest et puis celles des Gilets jaunes qui font leur retour après les vacances d'été, en quelque sorte? On peut voir en partie, mais tout d'abord, en fait, c'est parce que c'est la même cause.
c'est la question de la mondialisation et du choc pétrolier de 74 et 79. Et de l'inégalité, pour revenir sur ce terme. En fait, c'est qu'avec la mondialisation, on a appauvri la classe moyenne et la classe populaire des pays riches pour enrichir les riches des pays émergents. Donc en fait, il y a des gagnants et des perdants. Et tous ceux qui se retrouvent là sont en gros les perdants de cette mondialisation. Et c'est comment le G7, parce que moi je pense que le G7 est utile et légitime, mais ensuite c'est quelle réponse le pays hôte qui occupe la présidence apporte pour diriger, pour changer de paradigme au niveau mondial. Et c'est cette question-là en fait qui doit être abordée. Et Emmanuel Macron fait face à un même problème au niveau national, qui est la question des inégalités, la question des gilets jaunes, qu'au problème au niveau mondial. Il a dénoncé ce développement des inégalités qui est parcouru. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les classes moyennes de tous les pays industrialisés se sont tassées. On a un appauvrissement globalisé, en fait, depuis les années 80. Et comment on fait pour répondre à ça, alors que les industries des pays occidentaux déclinent de plus en plus et qu'on est actuellement en cas de conflit commercial entre notamment la Chine et les États-Unis. Dont on reparlera naturellement, puisque ça fera partie des sujets les plus abordés pendant ce G7, qui n'a pas vraiment démarré, même si on peut dire que l'arrivée de Donald Trump sur l'aéroport de Blagnac marque sans doute symboliquement le coup d'envoi de ce G7. Jacques-Marie Lossian, quand vous voyez, vous, en tant que député La République En Marche, ces images qui vous rappellent sans doute de mauvais souvenirs avant l'été, je pense plutôt à ce qui se passe dans la partie droite de l'image. Comment vous réagissez, à la fois d'ailleurs sur les Gilets jaunes et puis sur ces manifestations d'ONG qui se sont réunies pour réfléchir pendant 4 jours et qui cette fois-ci marchent symboliquement d'un pays à l'autre, de la France à l'Espagne? Alors, moi d'abord, ce que je constate, c'est qu'en France, on peut manifester. On peut manifester, contrairement à ce que racontent certains de mes collègues insoumis qui racontent franchement n'importe quoi. On disait qu'en France, on était devenu dans un pays presque dictatorial où il n'était pas possible de manifester dans la liberté. Là, vous avez 2 manifestations qui sont organisées, qui sont déclarées et qui se passent pour l'instant très bien. Donc en France, on peut manifester. C'est quand même important de le rappeler. Et dans le passé, j'étais même sur ce plateau il y a quelques temps, c'était 2 manifestations, 2000 personnes sur les Champs-Élysées en train de tout casser, et puis vous aviez 40 ou 50 000 personnes, selon les organisateurs, qui étaient la grande marche pour les femmes, dont on n'avait quasiment pas parlé sur le plateau, malheureusement, mais qui, elle, s'était passée dans le calme. Donc, en France, on peut manifester, et on peut manifester dans le calme. Ce que vous venez de dire à l'instant est intéressant. Le G7, quand il a été créé, je crois que c'était en 76-77, à l'époque, à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing, les pays du G7 représentaient 75% du PIB mondial. J'ai regardé dans un journal bien connu une présentation. Quand on fait la somme, c'est 50% aujourd'hui. Donc, ce que vous disiez, c'est pas simplement un problème d'inégalité, c'est tout simplement... Quoique en France, par exemple, j'ai du mal à constater une augmentation des inégalités quand on regarde les chiffres. Ce qui se passe surtout, c'est que les pays émergents émergent. Tout simplement, quand on est passé de 75% à 50%, ça veut dire qu'il y a d'autres pays. Et je vous signale que ce ne sont pas les 7 pays les plus riches du monde, puisque vous avez aussi la Chine, et demain vous aurez le Brésil et l'Inde. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que ces pays sont invités. Qui sont dans le G20 en revanche. Beaucoup d'experts disent qu'aujourd'hui ce qui compte c'est le G20 dans le fond. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été invités. Le président Macron a reçu Narendra Modi, par exemple. L'Inde est importante dans le contexte. Mais le Brésil n'a pas été invité. On en reparlera puisqu'il y a cette crise amazonienne qui est importante. C'est un autre sujet. Pour ce qui est des organisations ONG, etc., moi je trouve ça très bien. Il n'y a pas qu'une pensée unique, ils ont le droit de contester, ils ont le droit de dire que des choses n'avancent pas assez vite. Je les invite simplement à réfléchir au mode d'action et à leurs demandes. Quand on les écoute, il faut tout interdire. Il faut interdire le transport en avion, il faut interdire le commerce. Tout à l'heure, vous aviez M. Corbière qui parlait de libre-échange. Pour ces gens-là, le mot qui est satanique, c'est libre-échange. C'est un mauvais mot, d'ailleurs, puisque par définition, ce sont des accords qui sont justement pour réguler ces échanges. Donc le mot liberté n'est pas sans échange. Donc ces accords dits de libre-échange... C'est pas exactement. Attendez, ces accords de libre-échange sont aussi pour réguler les échanges entre les pays. Donc le mot libre-échange me semble, moi, mal adapté à ces accords. Jean Messia, je vous laisse peut-être réagir parce que je vous vois... D'abord, je réagis à votre dernier propos. Le libre-échange, comme son nom l'indique, c'est une liberté totale des échanges. Quand on signe un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est pour abattre 99% des droits
droit de douane qui existe entre les deux, qui va permettre à l'Allemagne d'exporter ses berlines sans droit de douane et à la France et à l'Europe d'accueillir les produits du Mercosur sans aucun droit de douane. Alors renseignez-vous sur ce qu'est la théorie du libre-échange et ensuite on en parle. Ça, c'est la première chose. Vous n'allez pas à m'apprendre ce qu'est le libre-échange. Je vous donne un exemple. Le CETA, dans le CETA, il y a plein de dispositions du CETA qui imposent les réglementations sanitaires. Mais ça ne veut rien dire. Bien sûr que si. Non, ça veut rien dire. Bien sûr que si. N'importe quel produit canadien ne peut pas rentrer en Europe, monsieur. N'importe quel produit canadien ne peut pas rentrer en Europe. On reviendra très calmement. Laissez-moi finir. Le libre-échange prévoit, comme son nom l'indique, de libéraliser le marché sur un certain nombre de produits. Ne dites pas n'importe quoi. C'est vous qui dites n'importe quoi. Alors quoi, le CETA et le Mercosur, c'est des accords protectionnistes peut-être? Mais c'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. C'est soit du protectionnisme, soit du libre-échange. Je vous explique. Mais si. Je vous explique que le mot libre-échange est mal adapté. C'est pas grave. Je vous laisse aller. Alors, on va écouter le point de vue de Jean Messia. Me contredire. La deuxième chose, c'est sur le G7. En fait, c'est Emmanuel Macron qui voulait que le G7 soit appelé a pour thème les inégalités. En réalité, les restes des dirigeants ne considèrent pas que les inégalités soient un thème porteur. Le G7 aujourd'hui est devenu un cénacle totalement anachronique par rapport au devenir du monde, parce qu'autour de la table de ce G7, on aura qui? On aura Donald Trump, on aura Boris Johnson, bref, on aura ce monde souverainiste du retour des frontières, du retour des protections qui est en train progressivement de se mettre autour de la table de G7. Et donc, Emmanuel Macron... Ça devrait vous faire plaisir. Tout à fait. Mais Emmanuel Macron est du coup une espèce de pièce rapportée, puisque c'est le représentant d'un monde qui est en train de partout se clôturer. Donc en fait, ce G7 qui avait été imaginé à l'orée de la mondialisation néolibérale du milieu des années 70 est en réalité en train de devenir totalement anachronique, parce que c'est un sommet du multilatéralisme dans un monde qui est en train de devenir celui du bilatéralisme. Alors évidemment, les macronistes vont nous expliquer que le monde entier est en train de devenir d'extrême droite. Trump est d'extrême droite, Johnson est d'extrême droite, Bolsonaro est d'extrême droite, Narendra Modi est d'extrême droite. Donc la terre entière est en train de se reconvertir au fascisme, et il n'y a guère que la France macroniste qui, elle, représente le camp du bien, le camp du progressisme, le camp de l'ouverture, etc. Or, en réalité, la mondialisation, c'est le disque dur, mais ce disque dur-là peut accueillir un nouveau logiciel, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est un logiciel du grand retour des nations que le modèle macroniste ne comprend toujours pas. Donc ça doit vous faire plaisir de voir arriver Donald Trump, par exemple, Boris Johnson. Non, mais attendez, moi, ce qui me fait plaisir... Giuseppe Conte qui sera peut-être remplacé par Matteo Salvini d'ici quelques mois. Alors, juste, je vous réponds à votre question. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette séquence, si vous voulez, Emmanuel Macron, en tout cas au sein de l'Europe, sur la forme, a l'air d'être quelqu'un de fort. D'abord parce que l'Allemagne de Merkel finit son mandat, elle est rattrapée sur le plan électoral par les écologistes, sans compter qu'elle est malade. L'Italie est empêtrée dans sa crise. Boris Johnson est lui empêtré dans son Brexit. Et donc sur la forme, Emmanuel Macron apparaît un peu comme celui qui représente cette Europe qui n'a pas de concurrent, si vous voulez, en Europe. Mais en réalité, c'est quelque chose qui est en trompe-l'œil, parce que Emmanuel, sur le plan mondial, est extrêmement isolé. Et on le voit, il donne des leçons à la Russie, à Poutine. Il donne des leçons à Bolsonaro. Il donne des leçons à la terre entière. C'est vous qui donnez des leçons, monsieur. Pardon ? En ce moment, c'est vous qui donnez des leçons. Non, je ne donne pas des leçons. J'analyse les choses. Là, c'est vous qui donnez. Voilà, j'analyse les choses. Là, c'est vous qui donnez. Non. Michel Cottard. On peut mettre un peu de nuance, peut-être. Mais absolument. Oui, si c'est possible, absolument. Absolument. Si possible, on ne peut pas nier qu'effectivement le G7 était la rencontre des pays les plus riches du monde et qu'ils sont en train de devenir la rencontre des 48% du PIB. Voilà. On ne peut pas donc... alors, les inégalités progressent peut-être dans les pays développés, et sûrement même dans les pays développés, encore qu'en France, c'est relativement nuancé, mais on ne peut pas... Est-ce qu'on peut se réjouir ou est-ce qu'on peut déplorer que la moitié du monde aille mieux que lorsque le G7 était la puissance dominante? Moi, personnellement, je m'en réjouis plutôt. Mais je vois bien que c'est l'occasion, en tout cas entre vous deux, d'une incompréhension totale. Une incompréhension totale et qui d'ailleurs ne se résoudra pas. Ça ne surprend personne. Voilà, j'ai essayé de mettre de la nuance, mais une fois... Et vous êtes là pour ça, et vous aussi d'ailleurs, William T. Vous parliez tout à l'heure des gagnants, des perdants de la mondialisation. On voit toujours en direct ces images, à la fois de la manifestation qui est partie d'Hendaye, quelques centaines de personnes qui représentent les 80 ONG qui se sont réunies pendant 4 jours, et puis boulevard de Grenelle à Paris, ce rassemblement des Gilets jaunes, l'été
avait été particulièrement calme du point de vue des rassemblements de gilets jaunes. On les voit. Perdant de la mondialisation, vous disiez, ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur des discussions de ce G7, il va y avoir des désaccords économiques profonds, et puis pour rebondir sur ce que vous venez de dire, messieurs, des désaccords de philosophie même, entre un protectionnisme qui est en train de revenir, et puis en effet le CETA qui a été signé, qui fait couler beaucoup d'encre, le Mercosur, on y reviendra un petit peu plus tard, dans laquelle la France suspendrait sa signature pour l'instant. C'est vraiment l'économie qui est au cœur. Il y a l'économie et aussi la question écologique, même si l'écologie est traitée comme une sous-question de l'économie pour la plupart des dirigeants. Non, le problème, c'est qu'il y a en gros le camp mené par Donald Trump et celui mené par Emmanuel Macron. Mais quand on regarde tout l'historique des relations américaines et françaises, pour affronter les États-Unis, il faut avoir le soutien des autres pays européens. Il y a qui dans le camp d'Emmanuel Macron, excusez-moi? En fait, non, il n'y a personne. Ouais, il y a personne. Non, parce que vous dites qu'il y a deux camps. Je voudrais savoir qui est derrière Emmanuel Macron. Non, mais il est seul avec Sanchez, l'Espagnol. Voilà, ils sont deux. Ils sont deux à peu près. Mais je vais poursuivre. En fait, en 2003, quand Jacques Chirac s'oppose à George Bush sur la question irakienne, il est soutenu par Gerhard Schröder notamment et les autres pays européens. Et puis, en fait, Emmanuel Macron fait face à deux fronts. Il fait face au front allemand sur la question européenne et au front américain sur la question internationale. Sur la question internationale, il perd face à Donald Trump parce qu'il n'a pas les pays européens avec lui. Et sur la question européenne, il perd parce que pour affronter l'Allemagne, en fait, il faut faire pression sur l'économie allemande. Et François Hollande l'avait fait avec Barack Obama, faire pression sur Angela Merkel en 2012 et 2014. Même si l'Allemagne est dans une situation très complexe, là, pour le coup. Mais ils ont eu le poste de présidence de la Commission européenne et les accords CETA et Mercosur leur bénéficient favorablement. Sur l'accord Mercosur, on cède en gros l'agriculture française pour exporter des voitures et des produits industriels et pharmaceutiques allemands. Vous avez dit signé tout à l'heure, attention monsieur, le CETA a été signé et a été ratifié en France. Le Mercosur, je doute qu'il soit ratifié en l'état. La signature de ratification. C'est l'intérêt de l'Allemagne de le faire. La parole du gouvernement allemand a dit qu'Emmanuel Macron se trompait sur la question du Mercosur. Donc on voit bien qu'il y a un double affrontement sur cette question-là. Et est-ce que Emmanuel Macron, en tant que président du G7, peut faire avancer ces sujets-là? Le problème, c'est que comme il n'a pas d'alliés, ni pour affronter Donald Trump, ni pour affronter Angela Merkel, il va perdre sur les deux tableaux. En menant trop de fronts à la fois, il va tout perdre. Jean Messia. Monsieur le député, le libre-échange correspond à une politique économique qui préconise de supprimer les restrictions douanières afin de laisser place à la libre circulation des biens et des services entre les pays sans intervention des gouvernements. C'est le glossaire économique. Donc allez d'abord vous renseigner sur ce qu'est le libre-échange avant de venir le commenter. Monsieur Messia. Reprise du désaccord. C'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Vous avez dit le libre-échange, c'est pas de libéraliser le marché. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Si, j'ai écouté et je crois qu'autour de la table, personne n'était d'accord avec vous. Vous êtes embarqué dans votre idéologie. Non, mais c'est de ça. Laissez-moi, j'ai dit simplement que le terme de libre-échange pour ce genre d'accord n'était pas tout à fait bon parce que par définition, ces accords non seulement effectivement modifient les droits de douane, mais surtout régulent et imposent un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas simplement d'ouvrir les frontières sans aucune contrepartie, c'est de dire... C'est un accord de libre-échange, ça vise à faciliter... Je suis en train de vous dire... Bien sûr. Écoutez ce qu'on vous dit. J'écoute ce que manifestement. J'écoute ce qu'on me dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je suis en train de vous dire que le terme de libre-échange n'est pas approprié, puisque dans ces accords-là, on met en place un certain nombre de régulations qui font que des produits, n'importe quel produit canadien, par exemple, ne pourra pas rentrer en France s'il ne respecte pas un certain nombre de normes. Alors pourquoi les agriculteurs sont contre? Parce que les agriculteurs ont été induits en erreur par des gens qui leur racontent n'importe quoi. C'est-à-dire vous? Non, qui raconte n'importe quoi. C'est-à-dire vous, monsieur. C'est-à-dire vous. C'est-à-dire vous, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Avec les attendez, moi j'ai vu des agriculteurs qui disaient on est contre le bœuf aux hormones qui va envahir la France. Je suis désolé, dans le CETA, il n'y a aucune disposition qui permet d'importer du bœuf aux hormones. Le gouvernement bœuf aux hormones est interdit. Il est même interdit au Canada et il est également interdit en France. Le gouvernement auquel vous appartenez nous a dit par exemple que la viande nourrie aux farines animales était interdite avant de reconnaître plus tard que c'était qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils avaient oublié. Tout ce qui était fake news il y a un an s'est avéré vrai aujourd'hui. Non, monsieur. Michel Cotta, pour la nuance, justement. Si on parle de la position, effectivement, d'Emmanuel Macron, c'est intéressant à voir, qu'en effet, dans ce G7, mais alors, est-ce que ça lui profite de représenter quelque part le camp de l'anti-souverainisme, l'anti-populisme? Est-ce que ça lui profite ou pas? Vous avez raison, il est minoritaire
sur beaucoup d'États. Enfin, on ne peut pas dire que l'Allemagne, d'un seul coup, est contre cette conception de la politique et on ne peut pas dire que l'Allemagne aussi bascule ou demande à basculer du côté des peuples souverainistes, c'est pas vrai. Non, donc il est minoritaire sûrement par rapport à tel ou tel problème. Encore qu'il faut voir, il est minoritaire peut-être trop hâtif sur le Brexit, par exemple, comme, encore que je pense que c'est un partage des rôles entre les deux, mais enfin entre Merkel et lui. Alors, il est minoritaire peut-être lorsqu'il dit l'événement le plus important et la politique la plus importante, c'est de définir le camp progressiste par rapport au camp souverainiste. Peut-être, hein, mais enfin, on peut reconnaître les uns et les autres que c'est un vrai problème, un problème qui menace l'Europe, ou qui menace, vous devez dire peut-être que ça ne la menace pas, ça peut la rassurer, au contraire, mais enfin, c'est quand même une division, c'est quand même une division qui marque profondément l'Europe, et de ce point de vue-là, on peut être plutôt content que l'Espagne et la France, comme vous dites, soient d'un côté et plutôt affirmatifs sur ce qu'ils recherchent. J'ajoute juste une petite nuance par rapport à ce que vous dites, Madame Cotta, c'est que elle doit être grosse. l'Allemagne, qu'elle doit être grosse. Non, pas du tout. Non, je pense que l'Allemagne, en réalité, n'a jamais abandonné son intérêt national. C'est-à-dire que sur ces 20 dernières années, pendant que la France construisait l'Europe, l'Allemagne construisait l'Allemagne. Si on lit, par exemple, mais bien sûr que si on lit, par exemple, l'accord du Mercosur, l'Union européenne et Mercosur, on voit bien que c'est l'Allemagne qui est la grande gagnante puisqu'elle va exporter ses berlines dans les pays d'Amérique latine, alors que la France, elle, est la grande perdante puisque notre production automobile s'est effondrée ces dernières années. On est aujourd'hui à un niveau de production automobile qui est celui de 1970. Alors que justement nous serons récipiendaires de tous les produits agricoles qui concurrencent directement notre agriculture. Donc l'Allemagne dans cet accord est gagnante, mais la France est perdante. Je ne mélange pas. Si vous vous réjouissez de ce que vient de dire Emmanuel Macron sur le Mercosur. Non, mais Emmanuel Macron est un opportuniste, c'est-à-dire au départ, dans son logiciel. Parole d'expert, monsieur. Parole d'expert. Mais vous me posez une question, vous me permettez d'y répondre. Parole d'expert. Emmanuel Macron, au départ, il a un logiciel néolibéral. Donc il croit dans la multiplication des accords de libre-échange qui vont fluidifier le marché mondial. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il a découvert, comme d'ailleurs pour la crise des Gilets jaunes, il a découvert, comme ça, spontanément, que les Français refusent ces accords. Il n'y a que 20% des Français uniquement acceptent les accords de libre-échange, et notamment celui avec le Mercosur. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se dit, c'est impopulaire. Il a eu l'occasion, l'aubaine, l'opportunité, avec ces incendies qu'il a retransformés à sa sauce, de dire, finalement, le Brésil nous a menti, pour revenir dessus. Mais c'est de l'opportunisme, c'est pas de la politique. Alors, quand il y a eu le débat réponse de Jacques-Marie Lossian, et puis ensuite William T. Quand il y a eu le débat sur le CETA, moi je me rappelle très bien que d'abord beaucoup de gens mélangeaient tout et mélangeaient Mercosur et CETA alors que c'était deux choses complètement différentes. Et il était très clair que quand on discutait du CETA, on voulait approuver le CETA et le ratifier, et qu'on avait de grands doutes sur la ratification du Mercosur. Parce que, comme vous le disiez, pour une fois, vous ne dites pas n'importe quoi. Il y avait des choses... pour une fois, vous ne dites pas... Je ne dis pas que vous dites n'importe quoi, alors que c'est le cas. Mais moi, monsieur, quand vous dites n'importe quoi, j'ai le droit de le dire. Chacun va s'écouter, et ensuite, voilà. Quand vous dites n'importe quoi, j'ai le droit de dire que c'est n'importe quoi. Un peu de courtoisie républicaine ne vous fait pas de mal. Non, monsieur, on va être courtois. Je pense que vous dites n'importe quoi. Voilà. Ça vous va comme ça? Et c'est réciproque. D'accord, merci. Donc je pense que vous avez dit n'importe quoi sur le Mercosur et le CETA. Je dis simplement que le Mercosur, il n'était pas question de le ratifier tant qu'un certain nombre de choses n'étaient pas clarifiées. Et là, on va en plus dans une clarification évidente dans le comportement du Brésil. Et quand M. Bolsonaro critique M. Macron sur son implication dans l'Amazonie, je rappelle pour les gens qui ne le savent pas que la France est en Amazonie. Le Brésil n'a qu'à peu près 55 ou 60% du territoire de l'Amazonie, qu'en Guyane, par exemple, nous avons un parc national de Guyane, en Amazonie, qui fait 33 000 km² ou un peu plus. 33 000 km², il faut savoir que c'est plus grand que la Belgique et le Luxembourg réunis. Et dans ce parc-là, nous avons mis en place, la France, et ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est la France en général, l'idée venait de François Mitterrand à l'époque, et progressivement ça s'est mis en place. Donc depuis 2007, il y a un parc national qui prévoit le respect des populations locales, qui prévoit un certain nombre de protections écologiques, des espèces, etc. Donc nous savons ce que c'est que l'Amazonie, nous avons 33 000 km² de parc national en Amazonie. Pas donner des leçons à des dirigeants étrangers d'une part. Il ne s'agit pas de donner des leçons, il s'agit de faire des propositions. Ce qui est vraiment très
très drôle avec les macronistes, c'est que vous êtes les seuls à comprendre ce que vous faites. C'est-à-dire, vous dites que tout le monde raconte n'importe quoi, la terre entière raconte n'importe quoi. Les Français ne comprennent pas, puisqu'ils sont majoritairement défavorables à ce que vous faites. Et vous avez un président très impopulaire, et tout le monde ne comprend rien, sauf vous. Monsieur, c'est ça qui est marrant avec vous. C'est pas parce que vous dites avec brio, et je vous le reconnais, n'importe quoi, que c'est forcément la vérité. D'accord ? Bon, voilà. Vous êtes de plus en plus courtois, ce qui fait plaisir. William T., en réponse à ce que disait Michel Cotta tout à l'heure, et je rappelle simplement que dans une petite demi-heure, dans 28 minutes pour être très précis, Emmanuel Macron prendra la parole. Il reviendra d'ailleurs très probablement à la fois sur le Mercosur, à la fois sur l'Amazonie, peut-être même sur Donald Trump, parce qu'on ne l'a pas abordé encore jusqu'à maintenant, mais au moment où il est entré dans Air Force One, et avant d'atterrir, on l'a vu tout à l'heure, il a eu des mots peu amènes à destination d'Emmanuel Macron. Oui, mais en fait, je vais prendre d'abord la question. Il est en campagne. Oui, il est tout à fait. Il est en campagne déjà, ce qui accentue les prises de position. Sur la question allemande, moi j'ai l'impression que l'Allemagne, depuis 1945 et la défaite d'Hitler, ils sont centrés uniquement sur la question économique avec deux prismes. La question de l'économie sociale de marché et la question de la non-inflation. C'est-à-dire que c'est les deux prismes principaux sur lesquels ils tournent toute leur politique étrangère. C'est-à-dire qu'ils privilégient... On leur a interdit d'être dans le militaire quand même. Oui, mais le livre blanc de Berlin de 2016 commence à changer la donne. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir une autre ambition. Jusqu'à maintenant. Oui. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que l'Allemagne va prendre toute leur position sur les questions économiques et notamment sur la question du Mercosur et l'affrontement sur Donald Trump, parce que notamment quand Emmanuel Macron a visité Donald Trump l'année dernière et a fait son discours au Congrès pour négocier la question de l'acier, Angela Merkel est venue 5 jours plus tard pour défaire ce qu'a fait Emmanuel Macron et dire l'inverse pour protéger... Sur le Mercosur, c'est l'inverse, si je comprends bien. Oui, c'est ça, ouais. C'est l'inverse. Mais ensuite, sur la question américaine, Donald Trump, il défend les intérêts américains. Donc en fait, il est en campagne, ce qui accentue les prises de position. Il a tout à fait raison. Il a de grandes chances d'être réélu. Il y a un sondage qui est sorti hier en disant qu'il était désormais majoritaire avec 51% d'opinion favorable. Donc il y aura un affrontement. Et puis de toute façon, ils n'ont pas la même conception. C'est qu'en gros, Emmanuel Macron est un social-démocrate classique et Donald Trump porte une alternative de droite, comme ce pouvait faire Bernie Sanders. En fait, ces deux modèles-là sont en gros des modèles alternatifs suite à l'événement majeur qui est la crise financière de 2008. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on avait 4 à 5 millions de personnes qui dormaient dans leur voiture en 2008. Et c'est pour ça que Donald Trump est là. Il est là pour deux questions: restaurer la puissance américaine et résoudre les déséquilibres mondiaux, notamment sur la question de la guerre commerciale et le dumping chinois. Mais moi, je pense que le G7 a de l'intérêt. C'est-à-dire que quand on prend ce qui s'est passé, la question notamment industrielle et le dumping social qu'ont fait les pays émergents sur les pays industrialisés, on aurait dû soutenir Donald Trump dans sa prise d'initiative face à la Chine pour rééquilibrer le commerce mondial qui a été mis à mal depuis l'entrée de la Chine à l'OMC en 2000. Alors le ton est monté d'une façon très particulière ces derniers jours avec un Donald Trump qui, avant de parler de taxer les vins français, veut faire passer de 25 à 30% certaines taxes. Il est furieux contre la taxation des Chinois sur certains produits américains. Sur Donald Trump, en fait, le changement a lieu sur 2 points. C'est le discours de Macron au Congrès dans son propre pays à Donald Trump, auquel il donne la leçon à Donald Trump face à ses propres parlementaires. Et puis la deuxième question qui a énervé Donald Trump, le changement de ton radical, c'est quand Emmanuel Macron a proposé la création de l'armée européenne. Et donc l'émancipation de la question de l'OTAN. Et depuis, Donald Trump a changé complètement d'opinion sur Emmanuel Macron. Il va torpiller toutes ces initiatives. Et c'est pour ça qu'avec les... Ça va être compliqué. Il faut savoir à qui ça profite. Il faut savoir à qui ça profite. Sous présidence Trump, voilà ce que va faire Trump, et il a raison, il est en campagne américaine, il est en campagne électorale, et on comprend que... Mais enfin, on ne peut pas dire que le personnage de Donald Trump soit de nature à, un, clarifier les situations, et deux, apaiser les inquiétudes. On a l'impression quand même que depuis qu'il est là, par exemple, on cite les GAFA. Bon, les GAFA, c'est une demande quand même générale européenne, particulière en France et que la France a portée, les particulières européennes. Et on ne peut pas dire que sur les GAFA, l'Europe est tort de demander qu'ils payent leurs impôts et qu'ils... Bon, c'est pas l'Europe qui l'a demandé en l'occurrence. Dire après c'est bon, il essaye de rétablir les équilibres mondiaux en taxant la Chine et en taxant les vins français. Franchement, moi, je ne suis pas sûr que ça arrange les équilibres mondiaux. Vous voyez. Il est sur la question chinoise. Sur la question chinoise, attendez, le libre-échange entre l'Union européenne et la Chine, c'est un libre-échange à sens unique. C'est-à-dire que quand les produits chinois arrivent en Europe, ils arrivent
quasiment pas taxée. Lorsque les Européens veulent exporter, interdire les produits chinois dans les supermarchés. Justement, mais c'est justement ceux qui nous ont dirigés pendant 40 ans, qui nous ont jetés pieds et poings liés dans la dépendance commerciale chinoise. Essayez maintenant, quand un exportateur européen essaye d'exporter en Chine, dans ce sens-là, l'échange n'est pas du tout libre. C'est sûr qu'en ce moment, ça c'est sûr. Donc c'est normal que ce que fait Donald Trump, c'est ni plus ni moins que de dire stop au pillage industriel et commercial de la Chine sur ces 40 dernières années. Désormais, on va réagir. Donc en fait, la politique de Donald Trump est une politique de représailles. C'est pas une politique d'attaque. Et juste un mot sur les GAFA. Parce qu'on nous dit, oui, mais la taxation des GAFA, c'est quand même assez surprenant qu'un président de la République, Emmanuel Macron, pour ne pas le nommer, nous explique depuis plusieurs années, enfin en tout cas depuis qu'il est arrivé au pouvoir, qu'on ne peut rien faire sans l'Europe, qu'unis nous sommes plus forts, et qui, de manière totalement unilatérale, impose des taxes GAFA. Alors vous êtes non, mais c'est un problème de cohérence, madame. C'est un problème de cohérence. C'est un problème de cohérence. Les GAFA ont un rayon d'action sur toute l'Europe. S'il y a bien un domaine où l'Europe a un pouvoir, c'est justement de taxer collectivement, en tant qu'Union européenne, de taxer les GAFA. La France, alors on peut pas nous dire la France ne pèse rien et répéter ce mantra pendant des années et venir nous expliquer que la France toute seule va lutter contre les GAFA. À un moment, il faut être cohérent. Si je peux me permettre, je vous en prie. Avec tout le respect que je vous dois, vous venez encore de raconter n'importe quoi. Je vous en prie. Ça s'améliore. Vous venez encore de raconter n'importe quoi. Je sais bien. La France n'est pas toute seule pour la taxation des GAFA. Le ministre, le maire en a pris l'initiative. Voilà, donc elle est seule. Les autres ont suivi. Voilà, c'est pas l'Union européenne, donc c'est la France. Vous pouvez reprocher à Emmanuel Macron plein de choses, je vous fais confiance, mais vous ne pouvez pas lui reprocher d'agir. Et le gouvernement français est allé travailler. Le gouvernement français est allé travailler avec les autres gouvernements européens pour mettre en place une taxation sur les GAFA. La taxation sur les GAFA est passée dans le Parlement français, ce n'est pas une initiative de l'Union européenne. Arrêtez de dire vous n'importe quoi. Mais monsieur, je vous demande pas si c'est une initiative de l'Union européenne ou de la France. Mais si, ça change tout. Mais ça change rien du tout. Bien sûr que ça change tout. Ça change rien. Ça change tout. L'Union européenne. Non mais la France. Non mais attendez. Quand la France décide quelque chose. Si la France décide quelque chose. C'est vous qui dites ça. Non. À qui se fier? Non, à qui se fier? À se fier à l'Europe lorsque l'Europe doit agir et à la France lorsque la France doit agir. C'est un principe de subsidiarité. On écoute Jacques-Marie La Le Chian France ne jusqu'au peut bout. pas prendre des décisions dans des domaines où elle n'a pas le poids et pas la taille. Elle peut se reposer sur l'Europe et ça nous sommes tout à fait d'accord. On ne s'entend plus autour du plateau. Mais elle peut l'entraîner aussi. Voilà, mais quand la France est trop petite pour agir face à des géants comme les États-Unis, etc., là, une coopération avec l'Europe s'impose. Or là, on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on fait l'inverse. Monsieur, les gens qui nous écoutent comprennent pourquoi je pense que vous dites n'importe quoi. C'est parce que vous n'avez pas compris ce qu'était l'Europe. Bien sûr, mais j'ai rien compris. Non, vous n'avez pas compris ce que c'est l'Europe. Macron et les macronistes qui comprennent tout. L'Europe, c'est vous, c'est moi, c'est les Allemands, c'est les Espagnols, c'est les Italiens. Pour l'instant, c'est les Anglais. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une initiative européenne, par définition, ne viendra pas d'une entité qui s'appellerait l'Europe. Et où la Commission? Non, mais bien sûr que si, elle a le monopole de l'initiative en matière juridique. Excusez-moi. Alors, révisez vos institutions européennes. Alors, vous ne savez pas ce qu'est le libre-échange, vous ne savez pas encore non plus ce qu'est les j'ai fait à peu près les mêmes études que vous, donc je sais aussi bien que vous ce que c'est. D'accord. Mais simplement, dans la Commission, dans le Conseil, il y a des Français, des Espagnols, etc. Le Parlement a l'initiative aussi. Et dans le Parlement, sauf erreur, il y a des députés français, italiens, espagnols. Donc l'Europe, ce sont des Européens. Donc le gouvernement français peut très bien proposer quelque chose à d'autres gouvernements, et cette proposition, et c'est arrivé plein de fois dans l'histoire, a été ensuite traduite. Rappelez-vous, je dirais, le travail main dans la main que faisaient Kohl, Mitterrand et Delors. Bon, c'est Mitterrand qui discutait avec Kohl, Kohl se mettait d'accord avec Mitterrand, ils en parlaient à Delors, et c'est Delors qui prenait l'initiative. Donc, c'est pas comme ça que c'est passé pour les GAFA. Mais monsieur, une directive... C'est pas comme ça que c'est passé pour les GAFA. Mais une directive européenne, par définition, elle n'est pas née comme ça du cerveau de n'importe qui. Ce n'est pas ce qui s'est passé pour les GAFA. Est-ce que vous êtes contre la taxation des GAFA? Dites-nous. Je suis pour la taxation des GAFA, mais les GAFA étant des multinationales, les GAFA... Oui, mais là, qu'est-ce qui se passe? Comme Emmanuel Macron a pris l'initiative tout seul, eh bien nous prenons les représailles tout seul. Pourquoi? Alors, si vous aviez raison, pourquoi Trump n'a pas menacé de représailles l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne? Pourquoi il parle seulement des vins français? Parce que pour l'instant... Parce qu'il parlera des automobiles allemandes. Bien sûr, quand ça? Calandre grecque?
Parce que pour l'instant, la France est le premier pays à avoir voté cette disposition-là. Elle l'a voté, donc c'est pas européen, c'est bien français. Rien n'empêche, puisque nous sommes en train de travailler avec les Allemands, les Espagnols et d'autres pays, à ce que cette taxation des GAFA soit proposée ou pas par la Commission pour être votée par le Parlement. Et je suis sûr que le Parlement le votera. Et s'ils ne le font pas, mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Si les autres pays ne le votent pas, vous faites quoi? On sera tout seul comme les darons de la farce face aux États-Unis. Les mécanismes européens, la prise, les propositions... Ils se sont déjà prononcés en fait. Sur la question fiscale, il faut avoir l'unanimité pour mettre en place une taxation fiscale. Et il y a des pays du Nord qui se sont déjà opposés sur cette question-là. Bon, mais ça n'interdit pas. Il y a en gros 19 à 20 pays sur 28 qui sont pour. Voilà. Donc la France est seule à le faire. Et en fait, c'est pour ça que Bruno Le Maire avait proposé un changement de législation et passer à la majorité qualifiée plutôt que l'unanimité. Ensuite, sur la question de la taxe GAFA, il faut savoir si c'est opportun ou pas. Parce qu'actuellement, l'OCDE est en train de mener ce qu'on appelle la réforme BEPS. C'est-à-dire qu'ils veulent remettre en place un nouveau mode d'imposition qui aujourd'hui, en gros, pour caricaturer, on est imposé en fonction de son siège social et de sa localité. C'est-à-dire que si on a un siège social en France, on est imposé en France. Et comme l'activité normalement des entreprises numériques détourne ils ont le principe-là, ils passent en Irlande notamment et aux Pays-Bas. En fait, en gros, c'est de changer, de mettre une position minimale par pays. Mais pour faire une réforme dans le cadre de l'OCDE, il faudra le soutien des États-Unis. Et ce qu'a mené Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'a pas tué tout projet, parce que Donald Trump sera obligé de se positionner dessus en vue de la campagne de 2020, et vu que le deal doit être passé l'année prochaine, est-ce que Donald Trump ne va pas tuer le deal dans le cadre de l'OCDE avec ce qu'a fait Emmanuel Macron? On peut aussi dire que Donald Trump alors a le pouvoir mondial. On peut aussi. C'est les États-Unis, oui, c'est les États-Unis. Enfin, il y a aussi d'abord d'autres pays émergents, et ensuite, quand même, on peut avoir une politique face à l'Amérique. Ou alors, on est dans un état d'atlantisme qui reste disproportionné avec la souveraineté, française, avec un début d'ébauche de souveraineté française. Mais c'est pas. Est-ce qu'il faut affronter ou pas les États-Unis? Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Est-ce que la France seule peut le faire sans l'appui? Et comme l'Allemagne est actuellement presque en récession et qu'ils ne veulent pas aborder toutes les questions de tout ce qui est commerce international, ils ont peur d'affronter Donald Trump. Et donc du coup, il y a des mesures et c'est pour ça qu'ils ont peur des mesures de rétorsion. Angela Merkel, sur d'autres terrains, a été tout à fait plus claire avec Donald Trump que ne l'a été sur d'autres terrains. En apparence, oui, mais en fait, quand on remarque après, elle a négocié en secret derrière pour torpiller l'agriculture et le commerce français. C'est clair. L'Allemagne construit l'Allemagne, la France construit l'Europe. Ne confondez pas les États-Unis et Donald Trump. Ce président des États-Unis. Attendez, les États-Unis. Mais par contre, il faut confondre la France et Emmanuel Macron. Ne confondez pas les États-Unis et Donald Trump. Nous avons reçu il n'y a pas très longtemps une délégation pour le 6 juin, les célébrations du 6 juin. Nous avons reçu une délégation de représentants du Congrès américain avec Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants. Donc aujourd'hui, le Congrès américain, il n'est pas favorable à Donald Trump. Donc Donald Trump ne peut pas faire. Il tient le Sénat. Ouais. Il y a un certain nombre de dispositions pour lesquelles il faut et le Sénat et la Chambre des représentants. Oui, mais sur la question du commerce, il peut l'agir. Oui, sur un certain nombre de choses, Donald Trump ne peut pas faire n'importe quoi. Mais sur le commerce, et aux États-Unis, vous avez plus de la moitié de la population qui est farouchement opposée à Donald Trump. Vous avez la même analyse pour la France avec Macron? Je ne suis pas certain de ce que vous dites. Pour l'instant, Donald Trump n'est pas nécessairement réélu. D'accord ? Non, mais ce qui est. Vous avez la même analyse pour la France avec Emmanuel Macron ou pas? C'est pas un média pro-Trump. Non, mais attendez. Le New York Times a mené un modèle qui s'est toujours vérifié depuis l'élection de Ronald Reagan. Ils estiment que Donald Trump a plus de 57% de chances d'être élu. Donc il faut se baser sur le même New York Times, si mes souvenirs sont exacts, avait estimé que Donald Trump avait plein de chances de ne pas être élu il y a 3 ans et que c'était Hillary Clinton qui devait être élu. Donc ce genre, comme beaucoup d'autres journaux. Donc là, je serai plus modeste sur ce genre de questions. Mais en clair, le modèle du New York Times a été fait par les conseillers de Barack Obama. Et la question, c'est en vue des résultats économiques et de plusieurs critères et de plusieurs. Non, mais parce que le modèle que vous parlez, c'est une question de sondage. Et là, on ne parle pas de sondage, on parle de sociologie et de rapport de force. Non, mais on est d'accord, mais ça n'empêche pas la France de s'aligner. Ça n'oblige pas la France à s'aligner, quand même. Monsieur Marie Lotion est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le réel ne lui plaît pas, le réel a tort. Quand vous savez que l'élection de Donald Trump est liée uniquement à moins de 50 000 électeurs dans 3 États, Pennsylvanie, Ohio et Wisconsin, si ces 50 000 électeurs avaient voté un peu différemment, c'est pas Trump qui était élu, c'était Clinton. Et Clinton, je vous rappelle, avait près de 3 millions. Un mot sur la majorité qui a voté pour Emmanuel Macron en France. On serait très intéressé que vous fassiez le même rapport, le même tableau
que vous faites de Donald Trump en essayant de vider le réel de Donald Trump, en le contournant, etc. On serait très intéressé d'avoir la même analyse, qui est parfaitement vraie aussi, sur la France. Jean Messia, le débat sur Donald Trump est passionnant, naturellement. On a beaucoup de temps ensemble. On aura l'occasion de l'avoir à nouveau. Donald Trump a redécollé. Il est en train de se diriger vers Anglette. Non, il ne part pas. Il se rapproche, au contraire. Il va vers Anglette. Vous le savez, dans 15 minutes, moins de 15 minutes, Emmanuel Macron va prendre la parole. On va retrouver Bastien Auger. Vous êtes à Biarritz, 15 minutes avant cette intervention du chef de l'État. Est-ce qu'on a idée déjà de ce qu'il va dire ? Alors ce qu'il va dire exactement, non, mais ce qu'explique l'Élysée, c'est que le président de la République va s'adresser aux Français pour leur expliquer les enjeux de ce G7, pour dire les objectifs qui vont être poursuivis par la France pour, je cite, la vie concrète des Français. C'est une manière, bien sûr, d'essayer de les convaincre que ce genre de sommet est bel et bien utile. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a 3 jours devant la presse présidentielle. Et il veut faire de ce G7 un espace d'échange, un espace de dialogue. Emmanuel Macron qui redit aussi sa foi dans le multilatéralisme. C'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, au président de la République. Lui qui voit la France au fond comme une puissance d'équilibre, comme un médiateur dans les différents conflits. Vaste ambition quand on sait la complexité des dossiers qui vont s'inviter à l'ordre du jour de ce G7, que ce soit le Brexit, l'Iran ou encore le commerce. Merci Bastien et merci à Lucas Prévost qui est derrière la caméra. Un G7 éco-responsable, c'est ce qu'il a déclaré ce matin. On voit bien d'ailleurs que le président de la République, en tout cas dans ses propos liminaires, préfère être sur la question du climat, ces feux en Amazonie, plutôt que d'aborder les questions commerciales immédiatement. En fait, c'est pour poursuivre le début de l'agenda depuis le début de semaine. Il a essayé d'avoir Poutine avec lui, mais Trump a surenchéri par rapport à Poutine en proposant d'intégrer dans le G8. Pour prendre les moments. Ensuite, il a essayé sans condition. Sans condition. Donald totalement. Trump dit pas de conditions, la Crimée, etc. Ensuite, Emmanuel Macron a essayé d'apparaître en gros comme le leader du monde libre, protection des démocraties libérales. Mais Trump a surenchéri sur la question de Hong Kong en disant que si le régime chinois touchait aux manifestants, il interviendrait directement sur la question commerciale pour proposer des mesures de rétorsion. Donc en fait, sur ces deux sujets-là, Emmanuel Macron n'a plus de capacité, en tout cas c'est Donald Trump qui tient le lead. Vous pensez que Donald Trump apparaît comme plus démocrate Non, mais il a plus de moyens de contraindre. Qu'est-ce que ça veut dire démocrate ? Il a été élu, non ? Ou il est arrivé par coup d'État ? Tout à fait, moi je ne m'intéresse pas à la moralité, c'est plus qui agit et dans quel sens. Oui, mais alors évidemment, j'entends que vous trouvez que ce que fait Emmanuel Macron n'est pas pertinent, mais que Trump a plus de moyens. Que vouliez-vous qu'il fît ? Non, mais je termine. Que vouliez-vous qu'il fît ? Déjà que j'ai pas terminé. Finissez, William. Du coup, il lui reste plus qu'une seule question sur laquelle il peut agir et sur laquelle Donald Trump ne peut pas surenchérir, c'est la question écologique. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est posé sur la question d'Amazonie, parce que ça date pas d'hier, la question de l'Amazonie. Et pourtant, Trump et Bolsonaro sont très proches, donc il risque d'y avoir des frottements là aussi. Ils ont les mêmes opinions sur la question internationale et nationale. Donc en fait, c'est la seule question sur laquelle Trump peut avoir Emmanuel Macron peut avoir des résultats concrets, c'est sur la question écologique. Mais ensuite, est-ce qu'il arrivera à mener des mesures d'effet obligatoire, une convergence des politiques publiques pour avancer dans ce sens-là? Rien n'est moins sûr, dont connaît l'opposition de Donald Trump notamment. Ouais, si vous nous dites que la France est moins puissante que l'Amérique, je suis d'accord. Vous avez raison, tout à fait. On ne peut pas vous contredire là-dessus. Non, mais je mettrais juste une petite nuance très courte. Est-ce que ça interdit à la France, je veux dire, d'avoir des idées? J'en sais rien. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Que vouliez-vous qu'il fît? Non, mais je vais illustrer, c'est très simple. Quand Barack Obama était président des États-Unis, on est bien d'accord qu'il était plus puissant que la Russie de Vladimir Poutine. Qui a gagné sur la question du conflit syrien? Est-ce que c'est Vladimir Poutine ou est-ce que c'est Barack Obama? Poutine. Donc même avec une armée moins forte, une économie moins forte, on peut gagner. Mais c'est une question c'est pas le sujet. Non, mais c'est une question de tactique, c'est une question d'habilité diplomatique. Et dessus, Emmanuel Macron, c'est le problème d'Obama, vous vous en rappelez très bien. Il voulait être le plus fort, ça sert à rien si vous n'utilisez pas votre force. Quand François Hollande, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, quand François Hollande a proposé à Barack Obama d'intervenir en Syrie. Ouais. Il y avait un débat, et Barack Obama a demandé la permission du Congrès pour faire quelque chose. Il n'était pas obligé de demander la permission du Congrès. Alors qu'il n'était pas obligé de le faire. D'accord ? Bon, c'est tout. Donc un Donald Trump n'aurait pas demandé la permission. Par exemple, est-ce qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas contraindre et montrer Donald Trump sur les questions de paradoxe, en train de mêler son paradoxe sur la politique internationale, sur la politique nationale? Il y avait plusieurs moyens d'action, et pour l'instant, je dis juste qu'il n'a pas de résultat.
Il n'y a pas de parce qu'Emmanuel Macron, encore une fois, est isolé sur la scène mondiale. Ça, on l'a rappelé au début. Une fois que vous avez dit ça. Ben voilà, donc si vous voulez, le problème c'est comment vous voulez Alors, en fait, une fois que vous l'avez dit, il y a un problème à la fois quantitatif et qualitatif. Il est vrai que la puissance américaine est la grande puissance. Donc déjà, par rapport à une puissance moyenne qu'est la France, on a déjà deux tailles différentes, deux puissances différentes. S'ajoute à ce problème, je dirais, quantitatif, un problème qualitatif, c'est-à-dire que la vision du monde qui est celle de Donald Trump, qui est un monde du bilatéralisme, encore une fois, où un monde qui est structuré par des États-nations qui ont effectivement des rapports de force entre eux, n'est pas le monde d'Emmanuel Macron, qui est un monde du tout marché. Donc, si vous voulez, c'est un dialogue de sourds. Voilà, c'est un dialogue de sourds. Si je peux me permettre, vous venez encore de dire n'importe quoi. Non. Monsieur Tay, qui est un expert, a dit tout à l'heure les choses. Vous étiez en désaccord avec lui. Le réel vous dérange. Mais parce que les experts n'ont pas. Lorsque votre idéologie contredit la réalité, c'est la réalité qui a tort. Mais non, monsieur, vous venez d'opposer Macron et Trump sur une vision multilatéralisme et de l'autre côté le tout marché. C'est pas le sujet. Non, une vision bilatérale. Une vision bilatérale et de l'autre côté le tout marché multilatéral. Donc, monsieur, sauf erreur, Donald Trump, s'il n'est pas tout marché, qu'est-ce que vous voulez ? Il est tout marché chez lui. Mais par rapport à l'intérêt américain à l'extérieur, il n'est pas tout marché. La preuve, c'est qu'il prend des représailles contre le commerce chinois. Donald Trump est le président des États-Unis, qui est la première puissance économique mondiale et militaire. Pour l'instant. Enfin, pour ce qui est de militaire, on a encore un peu de temps. Si j'étais à sa place, indépendamment de son cerveau qui est un peu particulier, il a tout intérêt à instaurer. Il a tout intérêt à instaurer. Il a tout intérêt à instaurer du bilatéralisme, puisque par définition, dans tout rapport avec n'importe quel autre pays, il sera en position de force. Si vous étiez américain et vraiment défenseur de Make America Great Again, vous avez tout intérêt à faire du bilatéralisme, puisque dans chaque relation, vous serez. Mais c'est ce qu'il fait. Et ce que n'a pas compris Boris Johnson, sauf avec la Chine. Il essaye un peu. Il essaye quand même. Le problème, c'est que la Chine, ce sont les Chinois qui détiennent la dette américaine. Je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir là. Seulement, et puis ils ont dit qu'ils peuvent avoir la Donald Trump, il a tout intérêt à du bilatéralisme, puisqu'il sera gagnant dans le rapport de force. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais Emmanuel Macron est dans le multilatéralisme. Exactement. C'est pas la notion de tout marché. Le marché, c'est une notion économique. Là, on parle de notion géopolitique. Le multilatéralisme est un effet collatéral du tout marché. Si vous faites du tout marché, vous ne pouvez pas être bilatéral parce que le marché est transnational. Mais si. Et alors, juste un petit mot sur la forme. C'est pas parce que vous arrêtez pas de répéter, vous racontez n'importe quoi. Enfin, surtout, continuez à le répéter parce que les Français le voient que vous êtes les seuls à avoir tout compris, mais les autres sont bêtes. C'est ça qui nourrit le populisme. Alors, je vous en prie, continuez. De ces échanges. Effectivement. Non, mais continuez, c'est ça qui nous fait progresser. Est-ce que Donald Trump est réellement en situation de force, puisqu'on commente l'arrivée du président américain depuis tout à l'heure. C'est dû à la question allemande, en fait. Hélas. La question allemande, la guerre commerciale qui est ouverte, on sait qu'il y a un spectre de récession économique. On a vu que Wall Street s'était effondré, le Nasdaq, le CAC 40 également en France. Est-ce qu'il ne joue pas avec le feu à l'échelle mondiale, en tout cas sur les échanges commerciaux, ce qui pourrait ensuite avoir un effet boomerang ? Je vais prendre une illustration. On sait que Donald Trump n'est pas forcément très ami avec les dirigeants des GAFA, notamment qui s'opposent à lui pour son élection de 2020. Il l'a dit d'ailleurs. Il l'a dit juste avant d'en parler. Si par cas les dirigeants européens avaient dit Donald Trump, nous souhaitons vous aider sur la question de la guerre commerciale face à la Chine, mais en échange, on veut la taxe GAFA. Au moins, on aurait pu poser les bases d'un accord. Et peut-être que lui aurait été gagnant, parce que le cadre du pouvoir des GAFA dépasse celui des États. Non, mais je ne dis pas que ça aurait marché, mais on aurait pu avoir ça comme base de discussion, où sur la question notamment, il y avait un autre levier, c'était la question du renforcement des dépenses militaires dans le cadre de l'OTAN, et atteindre les 2% de PIB. Il y avait toutes ces questions-là qui pouvaient être abordées, mais non seulement... Il y a la question allemande qui est affaiblie, mais Emmanuel Macron est tout seul. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il propose en échange ? Et il fait pas un affrontement de questions d'intérêt, de convergence d'intérêt. Il essaye de mener la question sur la question de l'idéologie quasiment. Le vrai problème, c'est quand même la division de l'Europe. Il est évident qu'avec des empires qui apparaissent, et vous me dites ce que vous voulez sur l'empire chinois, il est là, et à un moment donné, il se fera entendre, et il vaut mieux ne pas essayer systématiquement de le coincer dès le départ, parce que ça ne servira à rien. Donc il y a l'émergence de pouvoirs, de gros blocs mondiaux, il y a la remontée de Poutine qui est importante et à laquelle il vaut mieux effectivement que l'Europe se fasse. Mais face à ça, évidemment, si vous me dites que l'Europe est éclatée, c'est vrai.
Alors c'est vrai. Alors il faut voir ça. Alors on peut se réjouir que Macron parle au nom de l'Europe, ou on peut au contraire, comme vous le faites, déplorer que dans cette Europe dévastée, il y a quelqu'un qui parle. Voilà. L'Europe est dévastée. Mais l'Europe est dévastée par les peuples. Tout le monde aujourd'hui fait des analyses. Tout le monde fait des analyses. Aujourd'hui, tout le monde fait des analyses. Tout le monde regrette ceci, tout le monde regrette cela. Vous regrettez que Macron soit tout seul, vous regrettez ceci, vous regrettez cela. Mais personne ne propose des actions. Je vous en propose une sur la question de la guerre commerciale. Voilà, la première. Mais quand je dis tout le monde, cet été, j'ai lu plein de livres, et tous ces livres m'expliquent comment on en est arrivé là. Mais une fois que j'ai eu terminé, je me suis retourné à mon épouse, je lui ai dit, c'est très bien, mais aucun ne propose comment se sortir de tout ça. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'en Europe, vous avez... Merci, monsieur. Merci. Mais vous l'avez dit, Angela Merkel, le problème, c'est qu'elle est affaiblie. Oui. Donc, et le couple franco-allemand, qui est une vision essentiellement française d'ailleurs, puisqu'en Allemagne, ils sont un peu moins d'accord sur ce terme-là, et qu'en plus de ça, en face de nous le Brexit. Moi, je sais presque... Alors, vous avez Donald Trump qui est en train de mettre la planète à feu et à sang, à la fois sur le plan géopolitique, sur le plan militaire, et à la fois sur le plan économique. On est d'après les statistiques, d'après les informations que nous avons, on est probablement à la veille d'une récession économique mondiale. Voire même une crise économique financière. Voilà, une crise financière. Les taux à 10 ans américains étant passés en dessous des taux à 2 ans, ce qui, dans l'histoire, était toujours le préalable à une récession économique. Bon, ce qu'on peut expliquer assez facilement. Derrière ça, donc Donald Trump aura exactement l'effet inverse de ce qu'il voulait faire. Donc en déstabilisant tout le système international, au lieu de comprendre pourquoi les États-Unis avaient un tel déficit vis-à-vis de la Chine, il a voulu mettre simplement en place des obstacles douaniers. Le problème, il n'est pas là. Donc à partir de là... Ça permet de compenser temporairement le déficit de compétitivité. Donald Trump ne déstabilise pas le commerce international, il le rééquilibre. Il ne fait que le déstabiliser. Non, parce que face à la Chine... Attendez, laissez-moi développer un... Joue avec. Juste, lorsque la Chine fait son beurre, si je puis me permettre, sur la désindustrialisation à la fois des États-Unis et encore plus de l'Europe, tant que personne ne dit rien, ça vous semble être un équilibre. C'est-à-dire on a perdu des tas d'industries, des millions d'emplois, sans jamais réagir à ça. Et évidemment, alors on peut parler d'équilibre, mais c'est un équilibre qui ne nous bénéficie pas, bien au contraire. Le jour où nous aurons en France un pouvoir capable de dire il y en a ras-le-bol de se faire désindustrialiser, de se faire piller par la Chine et par d'autres pays, on va instaurer des droits de douane parce qu'il n'y aura pas de représailles, la Chine les applique déjà. Lorsqu'on aura un plan de réindustrialisation de la France à l'abri justement de ces barrières protectionnistes que la terre entière pratique, sauf l'Europe, là on pourra commencer à discuter d'égal à égal. Parce qu'en réalité, ce que fait Donald Trump, contrairement à ce que j'entends, c'est pas la guerre commerciale. Ça ne sont que des représailles par rapport à un pillage continu de la Chine depuis 40 ans auquel aucun président américain n'avait encore réagi. Voilà, donc ce sont des représailles. La France seule ne pourra rien faire. Voilà, mais non, mais le mot représailles est un terme assez militaire. Non. Et alors, c'est bien une guerre. C'est le mot que vous utilisez. C'est le mot que vous utilisez. Je vous interromps. C'est l'adresse du président de la République aux Français à l'occasion du sommet de Biarritz. À parler un petit peu plus longtemps. Donald Trump, exactement pendant l'allocution du chef de l'État, atterrissait à Anglet. On voit Air Force One. Il a donc fait un premier passage par l'aéroport de Blagnac, ce grand aéroport. Il a redécollé pour ensuite atterrir à Anglet, qui est à proximité immédiate, vous le savez, de Biarritz. Vous voyez ces images en direct de cet aéroport d'Anglet, où le tapis rouge a été déroulé. On attend que Donald Trump et son épouse descendent d'Air Force One. Vous avez vu une délégation assez nombreuse pour attendre le président américain, dont on ne savait pas d'ailleurs très précisément à quelle heure il devait arriver. On l'avait même annoncé en fin d'après-midi. Et nous allons très probablement découvrir l'image en direct de Donald Trump. On garde en tout cas cette image naturellement, puisque le président américain devrait sortir dans un instant. Petit mot sur cette allocution d'Emmanuel Macron. On a vu un président souriant, optimiste, même s'il concède que
il ne réussirait sans doute pas tout, qui veut rendre des comptes, qui parle au nom des Français et qui est relativement consensuel peut-être, à l'exception de quelques sujets et notamment des sujets commerciaux. Michel Cotta. Oui, on a l'impression qu'effectivement, c'est dans la nouvelle ligne du président Macron, qui est effectivement de communiquer davantage, de passer par les journalistes et de passer par les Français et de s'adresser aux Français. Alors, c'est vrai qu'on lui a reproché sa morgue longtemps et on voit bien que les Gilets jaunes ont touché. D'Espelette et de son célèbre piment qui est organisé pour les conjointes et conjoints. Et vous voyez que Donald Trump va passer devant des soldats de l'armée de l'air. Dites-moi si je ne dis pas de bêtises. Bruno Pomar. De l'air. Voilà, de l'armée de l'air. Bien sûr, la sécurité. Président américain qui va saluer un certain nombre de personnes. Et vous voyez que sa voiture blindée a été avancée. Il va probablement rejoindre Emmanuel Macron assez rapidement. On sait que la photo officielle se fera en fin d'après-midi. C'est-à-dire que pour l'instant, les chefs d'État arrivent. Simplement, il y aura un premier entretien bilatéral cet après-midi entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Et puis on attend beaucoup, je crois, de cette toute première rencontre entre Donald Trump et Boris Johnson, puisque c'est la première fois que Boris Johnson, en tant que Premier ministre, rencontrera le président américain. Bon, un cérémonial qui est réduit à sa plus simple expression, là, pour l'arrivée de Donald Trump. Michel Cotta. Oui, je ne suis pas experte en il y a des notions de sécurité, protocole. Je pense, oui. Il y a surtout des notions de sécurité qui sont importantes. On voit bien que toutes les voitures, je crois, américaines sont arrivées bien avant. Il faut savoir que le protocole de sécurité américaine, donc le Secret Service, qui assure la sécurité du président de la République, dès que se mettent en place quelque part, ils ont la même mise sur tous les dispositifs, à l'inverse de notre tradition française. C'est-à-dire que le Secret Service, il décide que le président n'ira pas à un endroit, le président n'ira pas. C'est la différence avec nous. On n'a pas du tout cette éducation, je dirais. C'est pour ça que je pense que le dispositif là est très 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 lourd, avec des véhicules blindés évidemment qui assurent la sécurité totale du président, et avec des itinéraires évidemment qui seront hyper protégés et hyper sécurisés, puisqu'il y a les snipers du raid qui sont présents. Il y a beaucoup de monde sur les itinéraires pour assurer la sécurité du cortège officiel de la première puissance du monde. Quoi qu'il arrive, s'il arrivait quelque chose ici en France, au président aux États-Unis, ça ferait très mauvais effet. Donc voilà, c'est essentiel de voir que la sécurité est parfaitement Et ça nous permet de reparler d'ailleurs des mesures de sécurité beaucoup plus générales, puisque 13 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. On sait qu'une partie de la ville de Biarritz a été complètement bouclée, des milliers de journalistes, de diplomates qui sont sur place. Et les environs surtout. Et les environs, vous qui, évidemment, Hendaye, Bayonne, etc. Vous qui avez vécu ce genre d'événement. Quand je l'ai fait, oui, je l'ai fait quand j'étais au RAID, effectivement, oui, il y a un travail qui est considérablement fait par les services de la Direction Générale de la Police Nationale, avec la gendarmerie évidemment, le GIGN, le RAID, enfin toutes les unités sont mobilisées, des spécialistes avec des drones pour éviter un attentat éventuellement avec des drones. Toute la zone rouge, comme on dit, qui est près de Biarritz, est fermée aux véhicules, c'est pour éviter un véhicule bélier, terroriste ou autre, effectivement. Attaque, et toutes les unités d'intervention sont présentes. Alors il faut savoir qu'en amont, parce qu'on voit tout ce qu'on voit là, c'est bien joli, mais tout ce travail de sécurité que fait le Secret Service, ce que font le SDLP, le service de la protection du ministère de l'Intérieur, et les équipes de Macron, puisque Macron a aussi un gros dispositif qui est le GSPR, qui a changé de nom d'ailleurs depuis peu. Tout ça peut être parfaitement efficace s'il y a un gros travail de renseignement avant. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, parce qu'on ne le voit pas évidemment, la DGSI, les renseignements territoriaux, la gendarmerie locale, tout simplement, des petites villes, travaillent très profondément sur l'aspect sécurité pour tous ces phénomènes Black Bloc, parce que les Black Blocs sont présents. J'ai eu en ligne un des leaders des Gilets jaunes qui est là-bas, qui est parti d'ailleurs. Parce que les Gilets jaunes, qui pour certains manifestent honorablement, d'autres anti-G7 qui sont là tout à fait honorablement pour manifester puisque c'est leur droit, mais il faut savoir quand même qu'il y a du Black Bloc présent et que, je vous dis, ce leader que j'ai eu au téléphone m'a dit, moi je suis parti parce que ça commençait, on avait plus en face de gens qui avaient bien bu et qui étaient là pour en découdre avec les autorités, avec les policiers. Pas tous français d'ailleurs. Absolument.
Et voilà, donc ce travail de renseignement est très important pour pouvoir neutraliser et mettre à l'écart ces gens-là pour éviter que ce G7 soit une très mauvaise image dans le monde entier, parce qu'il faut savoir que c'est retransmis dans le monde entier tout ça. Absolument. Et en tout cas, vous nous confirmez que les Américains sont les seuls qui prennent la main sur le dispositif de sécurité quand ils arrivent. L'intérieur français ne dit rien. Quand le secret de service dit quelque chose, garde à vous, repos, et c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. C'est la première nation du monde. C'est la première nation du monde, ce qui lui donne quelques droits particuliers, en tout cas en termes de sécurité. On peut le comprendre. On vient de voir effectivement ce célèbre avion Air Force One. Vous avez sans doute suivi en direct avec nous l'intervention du chef de l'État juste avant l'atterrissage de Donald Trump. On en parle sur ce plateau, on le disait, un ton résolument optimiste. On sent qu'il veut jouer presque les négociateurs entre les différentes nations, ce qui est aussi une façon de ne pas se mettre au cœur des critiques, notamment les critiques qu'on a pu entendre de la part de Donald Trump. Sur la théorie, il a raison. En fait, quand on regarde par exemple la composition du Conseil de sécurité, d'un côté il y a les États-Unis et les Britanniques, et de l'autre côté la Russie et la Chine. La France a un rôle pivot, et c'est le rôle qu'avait voulu le général de Gaulle en 1945 et quand il est revenu au pouvoir en 1958. Donc la France doit jouer un rôle pivot. Après, pour revenir sur son intervention, moi je trouve qu'il y a 3 points importants. Il y a le fait de pouvoir s'exprimer et montrer que les enjeux lointains et les projets à long terme ou les sujets internationaux ont un impact quotidien sur ceux des Français. C'est-à-dire qu'il faut réconcilier les réponses quotidiennes comme les questions de logement, emploi. Et il parle au nom des Français d'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises. Et après, là où il y a 2 questions qui sont importantes, c'est la question écologique qu'on a analysée tout à l'heure, et puis la question de la relance de la croissance et la coopération des politiques budgétaires et monétaires. Parce qu'en fait, tout est une affaire d'interdépendance des économies, et notamment de la coopération entre la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, et les questions budgétaires. Donc sur ces points-là, il faut voir s'il arrive à concilier notamment les vues de politique monétaire expansionniste de Donald Trump sur la Réserve fédérale et la BCE, auquel l'Allemagne aimerait qu'elles arrêtent de dépenser de l'argent notamment. Ce qui est intéressant, Jacques-Marie Le Tian, c'est que c'est sur le climat et la lutte contre le réchauffement climatique qu'il y a eu des propositions extrêmement concrètes, puisqu'il a parlé à la fois du transport maritime, en proposant de réduire la vitesse du transport maritime. Le textile, on le sait, il y a un certain nombre d'entreprises textiles qui sont réunies. En revanche, c'était un petit peu plus flou, à la fois sur les négociations pour résoudre un certain nombre de conflits. Il a rappelé l'Iran, la Syrie, la Libye, par exemple, l'Ukraine, ce qui n'est pas inintéressant dans le contexte. Et c'était un petit peu plus flou également sur les désaccords commerciaux. Alors, un point important, vous venez de parler du Conseil de sécurité. Dans les pays du G7, actuellement, vous avez 4 membres du Conseil de sécurité. 4. 3 permanents, France, UK, Grande-Bretagne et États-Unis, et l'Allemagne de l'Ouest, L'Allemagne est maintenant membre du Conseil de sécurité pendant une certaine période. Et puis, vous avez aussi comme autres pays invités l'Inde et l'Australie. Donc les questions de sécurité, elles sont à la fois, et de stabilité, c'est des questions géopolitiques, c'est des questions militaires, des questions de défense. Il est important d'avoir avec nous, par exemple, l'Inde et l'Australie. Les Français ne le savent peut-être pas, mais depuis quelque temps, on essaye de mettre en place un axe, je dirais, géopolitique avec l'Inde et avec l'Australie. Pourquoi ? Parce que la France est présente dans l'océan Indien et la France est présente dans le Pacifique. De tous ces pays, si vous voulez, on a tous le souvenir, moi j'ai appris à l'école, que l'empire de la reine Victoria, c'était celui sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Eh bien aujourd'hui, si vous voulez, il y a un pays sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est la République française. Parce que nous sommes en Polynésie, nous sommes... Les deux ne sont peut-être pas complètement comparables en termes j'entends bien, de puissance économique et même de surface. J'entends bien, mais et de rôle dans le monde. À l'époque, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Mais ça veut dire quand même que quand le président de la République française doit réfléchir à un certain nombre de problèmes, il a des problèmes qui s'appliquent au Pacifique, qui s'appliquent à l'océan Indien, je pense au canal du Mozambique, aux îles Éparses, à la Réunion, à Mayotte, à l'Antarctique, et puis aussi l'Atlantique, et notamment l'Amérique du Sud, puisqu'on a parlé de la Guyane. Donc le rôle politique et géostratégique de la France, il est le seul dans tous ces pays-là à être un peu différent, et c'est d'ailleurs la difficulté quand on veut entraîner nos partenaires européens vers la défense de l'Europe ou l'Europe de la défense, c'est que nous, on a des besoins, par exemple, de patrouilleurs dans les territoires, dans les départements d'outre-mer. Les Allemands, les Polonais n'ont pas besoin de patrouilleurs dans des territoires d'outre-mer. Donc la vraie difficulté, c'est de dire aux Français,
on ne peut pas leur faire des propositions, puisque ça, c'est quand même des discussions un peu secrètes qui vont avoir lieu. Je rappelle qu'avec l'Inde, par exemple, on a des coopérations technologiques. On a eu récemment des exercices conjoints militaires avec la marine indienne, puisque le Charles de Gaulle est allé dans l'océan Indien. Il y a eu des exercices conjoints avec la marine indienne. De la même façon, nous avons des partenariats technologiques avec l'Australie, à qui nous vendons des sous-marins. Donc, il y a vraiment des liens importants en matière de sécurité. Et c'est important que le G7 soit une occasion pour ces pays de parler entre eux, tous ensemble, à un moment donné. Et on va en reparler dans un instant. Je vous propose simplement, pour nous rafraîchir la mémoire, de réécouter ce que le président de la République a dit sur la question climatique, qui a sans doute été celle qu'il a le plus développée. Pour la première fois, nous allons nous engager avec les transporteurs maritimes pour réduire la vitesse, ce qui est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire les émissions. C'est la première fois. Voilà, ce passage qui était effectivement très important, en tout cas qui a dû durer 5 minutes sur les 10 minutes de l'intervention du chef de l'État. Avant de vous laisser commenter ce que Emmanuel Macron a dit, cette image en direct de la manifestation partie d'Hendaye, et qui, cette image en direct peut-être, non, la voilà, et qui vient d'arriver à Irún, puisque vous savez que les ONG passaient la frontière espagnole. Je crois qu'il y a 6 kilomètres précisément entre Hendaye et Irún, et on voit que ces ONG, qui d'ailleurs avaient des pancartes extrêmement diverses. Tout à l'heure, on a même vu une pancarte contre les discussions avec Paul Kagame, enfin, pour parler de l'Afrique. On sait qu'il y a eu beaucoup de pancartes également contre les multinationales. Vous voyez donc en direct sur ces images cette manifestation qui vient d'arriver et qui est en train de se disperser. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Bruno Pomar, pour l'instant dans le calme, et pour l'instant les Black Blocs dont on redoute la présence dans la région ne se sont en tout cas pas mis à l'œuvre. Il y a eu quelques interpellations avant-hier à Urunier. Donc déjà, encore une fois, les services de renseignement ont dû très bien travailler pour trouver un petit peu les groupuscules qui se planquent, parce qu'ils ne viennent pas le jour même, ils viennent quelques jours avant, ils savent se planquer évidemment. C'est toute une technique. Donc pour l'instant, ça se passe bien, et ça c'est l'essentiel, je crois. Ce type de manifestation est déjà bien cadré par les services des CRS et des gardes mobiles pour encadrer tout ça. Maintenant, il faut toujours craindre, encore une fois, ce mouvement Black Bloc qui peut à n'importe quel moment faire déraper le G7, ou le G7, ou tout au moins les environs du G7, parce que pour pénétrer dans la zone principale, ce sera difficile. Ils auraient du travail. D'autant plus que le G7 n'a pas officiellement commencé. Ce sont pour l'instant les délégations qui arrivent. Jean Messia, sur cette question climatique et sur les propositions concrètes du chef de l'État, on reparlera naturellement ensuite des questions à la fois de conflit et de guerre commerciale. Écoutez, sur la question climatique, je pense que voilà, Emmanuel Macron endosse l'habit d'une histoire de président du monde. Il parle au nom du monde. Il donne des leçons. Il fait des propositions. Enfin bon, j'ai pas à commenter. Je pense que tout le monde, c'est assez consensuel. Le fait qu'il faille améliorer l'oxygène de la planète, réduire les activités polluantes, qui au demeurant sont plutôt dans les pays émergents et non beaucoup plus que en Europe ou aux États-Unis. Cette parenthèse étant faite, ah bah si, la Chine, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, voilà, beaucoup d'efforts. Mais pour l'instant, le monde d'aujourd'hui, c'est le nôtre. Oui. Celui des pays industrialisés. Non, mais pour l'instant, la majorité de la pollution émise des gaz, notamment des gaz à effet de serre émise dans le monde, elle vient pas de l'Union européenne, elle vient de l'Asie du Sud-Est et en particulier de la Chine. Donc voilà. Après, moi, si vous voulez, ce que je veux, c'est que quelque part, le président, il s'est présenté comme étant président des Français, il a répété France, Français, etc. Ça m'a fait. Oui, mais ça m'a fait. Il s'agit bien du président de la République française. Tout à fait, mais le fait qu'il le dise, ça m'a rappelé un mot de Monterland qui disait c'est quand la chose manque que le mot apparaît. Donc s'il faut qu'il le précise, c'est que quelque part il y a anguille sous roche. En réalité, moi je suis, si j'étais citoyen français habitant dans une zone rurale désindustrialisée, sinistrée, désertifiée, je ne trouve dans le discours d'Emmanuel Macron aucune solution à mes difficultés quotidiennes. La réalité, c'est que tous les dirigeants qu'Emmanuel Macron va rencontrer au cours de ce G7 et en dehors du G7 viennent avec un logiciel d'intérêt national. Ils viennent défendre l'intérêt de leur nation, l'intérêt de leurs travailleurs, l'intérêt de leurs industries. Emmanuel Macron va dans ce sommet avec un logiciel
qui n'est pas franco-français, il ne défend pas l'intérêt national français parce qu'il est déjà passé à autre chose. Le marché mondial est un marché qui ne reconnaît pas les nations ni les États-nations. Donc en réalité, le président de la République est en porte-à-faux. Il est face à des gens qui viennent défendre leur intérêt national quand lui-même se prétend défendre un intérêt mondial hypothétique. On peut pas vivre entre nous aussi. Non, mais on pense que c'est un marché mondial. Non, faut prendre tout à fait. Mais je veux dire, il y a positifs et ses côtés négatifs. Tout à fait. Mais il y a une manière. Moi, je suis du rural. Je suis maire du rural. Exactement. Mais il y a une manière, si vous voulez, d'aller dans ces grands sommets internationaux avec, encore une fois, un logiciel national, c'est-à-dire en allant porter ce qu'est l'intérêt de la France et essayer de défendre dans le rapport de force l'intérêt de la France. Et autre chose est d'y aller en s'estimant en quelque sorte détaché de l'intérêt de la France, parce que l'intérêt national pour lui c'est une notion d'extrême droite et une notion fasciste, et donc à ce moment-là il défend une espèce de monde hypothétique. Voilà, ça c'est vous qui le dites. Voilà, c'est ça. La preuve c'est que quand nous défendons ça, vous nous traitez d'extrême droite. Donc parce que vous êtes d'extrême droite, monsieur. Mais non, je ne suis pas d'extrême droite. Arrêtez de dire des bêtises. Là, c'est vous qui racontez n'importe quoi. Attendez. Alors non, on va pas se lancer dans le débat extrême droite. Un tout petit aspect. Bien sûr. Moi, ce qui m'avait un peu choqué dans la déclaration d'Emmanuel Macron contre Bolsonaro et contre le Brésil, c'est qu'il le fasse sans avoir pris contact avec les pays avec les pays de l'Amazonie. Bon, et je remarque que là, il a bien insisté, sans doute on lui a fait remarquer, il a bien insisté sur la mobilisation des pays de l'Amazonie. Et ça, on sait quand même que les pays limitrophes de l'Amazonie sont à peu près sur la même position que la France sur l'Amazonie. D'ailleurs, lorsqu'on voit effectivement l'univers de Sao Paulo complètement obturé par les fumées, on se dit qu'effectivement... Bon, donc ça, c'est plutôt une volonté d'ouverture, y compris sur les peuples autochtones dont il parle pour la première fois. En même temps, on parle de reforestation. Il voudrait aider à la reforestation. Ça ne suffit pas, mais simplement, je dis ça parce que moi, j'avais été choquée par le fait qu'ils se précipitent comme ça sur la forêt amazonienne sans consulter les autres partenaires. Ce qui a provoqué la fureur de Bolsonaro. Oui, puis en même temps, il en profite, c'est de l'écologie. C'est le moment de sortir. L'Amazonie, c'était le... Mais c'est normal, c'est normal. Bien sûr. Si vous parlez par exemple biodiversité et protection du climat, je regardais sur des statistiques, de tous les pays qui sont là au G7, c'est la France qui a la plus faible émission de CO2. D'accord ? Les États-Unis, l'Allemagne sont bien au-dessus, 10 fois, 5 fois, etc. Donc, nous sommes sur ce plan-là le bon élève. Alors, merci au nucléaire, d'une part, et puis aussi quand même à la façon dont la France est répartie, et à l'industrie. Bon. Mais, donc, les propositions qu'Emmanuel Macron peut faire en matière de biodiversité, de protection, de réduction des émissions de CO2, elles vont d'abord à l'encontre de ses homologues, plutôt que de la France. Nous, on peut toujours faire ce qu'on veut, on représente peu de choses et on est déjà les bons élèves. Donc, oui, mais on ne peut pas donner non plus la leçon, attention. Oui, sauf que la difficulté de la France, c'est qu'on est souvent bon élève, et que donc dans ces cas-là... arrogant. Un peu arrogant. Donc il faut éviter d'être arrogant. La difficulté, c'est que quand vous dites aux autres, moi je fais que, mettons, 150 kilotonnes, je sais plus, de CO2 par habitant, etc., et que l'autre en fait 10 fois plus, vous pouvez lui dire, essayez de faire autrement. Bon, mais la difficulté, c'est de faire des propositions. Et là, il faut l'écouter. Et il faut que les autres écoutent et que les autres se convainquent que les choses sont graves. Récemment, vous avez... Il n'apporte pas l'intérêt à ces pays-là, ou même aux pays émergents, sur quel est leur intérêt de descendre leur niveau de CO2. Alors que par contre, François Hollande, à la différence, lors des accords de Paris, avait réussi à amener Barack Obama à la table, dans le cadre du G7. Mais les accords de Paris ont été signés parce qu'il y avait la COP21. C'est surtout la différence entre les deux présidents. Mais je pense que c'est une question d'intérêt aussi. Obama... On en revient toujours à la même chose, c'est à l'intérêt national. Les pays ne font que si leur intérêt national le commande de le faire. Non, c'est pas les pays. C'est pas les pays. Les pays ne vont pas faire quelque chose par idéal absolu, philanthropique. C'est pas les pays. Voilà, jamais. C'est pas les pays. Vous avez deux présidents, essentiellement. Je laisse de côté Boris Johnson pour l'instant, on verra ce qu'il va faire. Mais et Trump et Bolsonaro sont climato-sceptiques. C'est tout. Donc, si ces deux personnes-là sont entourées d'autres personnes comme Trudeau, industriels locaux, et comme vous avez parlé de l'élection américaine, c'est parce que Donald Trump a besoin de se faire élire en Ohio, en Pennsylvanie, en Michigan. Exactement. On l'a vu à la COP21 d'ailleurs. Exactement. Trump, il a dit OK, il a écouté. L'idée, si vous voulez, c'est en discutant de trouver les arguments, les réflexions qui vont permettre de faire bouger un peu
Trump, Bolsonaro ou d'autres sur ces questions de climat. Parce que si on ne discute pas avec eux, on ne va pas comprendre leur logiciel, on ne va pas comprendre comment ils raisonnent et quel intérêt ils veulent défendre. Compris, M. Marilician, c'est l'intérêt national. Il faut que vous arriviez à inoculer la question écologique et environnementale dans leur logiciel qui est national, qui n'est pas celui d'Emmanuel Macron. Mais non, voilà. Logiciel, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on est sûr que les guerres commerciales ne nuisent pas par ricochet, finalement, quelque part aux États-Unis? Est-ce que c'est ça l'intérêt? Est-ce que c'est ça l'intérêt national des États-Unis? Vous n'en êtes pas sûr. L'avantage des États-Unis, c'est qu'ils ont deux moyens pour limiter l'effet récessif. C'est qu'ils ont le dollar et ils s'en fichent du déficit. Donc en fait, ils peuvent prendre des billets de façon à peu près. Et la Chine aussi, alors, à quelques moyens. La Chine aussi, mais le yuan est plus fluctuant sur le commerce international. La dette américaine. La dette américaine, c'est un gros moyen. Surtout, non, mais attendez, surtout la richesse chinoise est quand même étalonnée par le dollar. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc la richesse chinoise ne vaut rien s'il n'y a pas le dollar. Ils sont les premiers détenteurs de bons du trésor américains. Ils ont dévalué exprès récemment le yuan. Alors, pour vous laisser reprendre votre souffle et continuer de fourbir vos arguments qui sont nombreux et qui s'opposent régulièrement, on va faire un petit détour par Irun où on retrouve Mathilde Guénégan. On voit que ce cortège a fait les quelques kilomètres qui séparent Irun d'Hendaye dans le calme et on sent qu'ils sont en train de se disperser, Mathilde. Absolument, c'est à la fin de cette manifestation, on est parti aux alentours de 11h30, donc 2 heures de manifestation. Et là, nous sommes du côté espagnol où se situe le Palais des Congrès où se tenait le contre-sommet depuis mercredi. Selon les organisateurs de cette manifestation, le premier chiffre qu'on nous donne de mobilisation est de l'ordre de 15 000 personnes. Un cortège très long, dense, qui s'est étiré sur les 6 km que représentait le parcours qui a été autorisé par les autorités. Et dans ce cortège, on a retrouvé de nombreux syndicats et associations. Il y avait des associations écologistes, des syndicats indépendantistes basques, d'autres militants contre les politiques migratoires. Ici, on nous dit qu'on croit à la convergence des luttes et un slogan qui revient également très souvent, c'est fin du mois, fin du monde, même combat. C'est un slogan qu'on retrouvait dans les manifestations des Gilets jaunes. Un parcours donc autorisé. Il y avait des bénévoles, de nombreux bénévoles avec des brassards verts qui assuraient la sécurisation de ce parcours, se plaçant notamment devant les vitrines des magasins. Les forces de l'ordre, elles, se tenaient à l'écart, surveillant la manifestation de loin. Et vous le voyez maintenant, à la dispersion de cette manifestation. Au programme, encore quelques réunions cet après-midi dans le centre des congrès où les associations et les syndicats ont leur stand. La manifestation est passée très symboliquement sur le pont qui sépare la France de l'Espagne, s'arrêtant quelques minutes pour dénoncer les politiques migratoires. Et ici, on parle des mêmes sujets qui seront abordés par les puissances du G7, notamment la question des inégalités. Et quand on demande ici aux manifestants s'ils espèrent que quelque chose ressorte de ce G7, on nous dit presque unanimement qu'on attend les actes pour pouvoir juger. Merci beaucoup Mathilde, merci à Éric Josset qui est derrière la caméra. Des Gilets jaunes, effectivement, il y en a quelques-uns dans ce cortège qui est en train de se disperser. 15 000 personnes nous annoncent, d'après les organisateurs, nous annonce Mathilde Guénégan, ce qui est plus que ce qui était attendu puisque je crois que les organisateurs espéraient 10 000 personnes pour ce cortège. On verra ensuite les chiffres de la préfecture de police, bien sûr. On revient à notre discussion sur la guerre commerciale, William T, parce qu'on voit bien que là, Emmanuel Macron s'est quasiment présenté en casque bleu, c'est-à-dire qu'il va tenter, dit-il, d'apaiser les tensions commerciales. Comment il peut faire ? Mon opinion, c'est que l'Europe doit se comporter unie pour s'allier aux États-Unis, sur cette question-là, pas sur toutes les questions, pour affronter la Chine. C'est-à-dire que si on prend Union européenne plus États-Unis contre Chine, la Chine sera quasiment obligée de céder. En moins de 3 mois, 4 mois, d'autant plus. Mais l'Union européenne, quel numéro de téléphone ? Céder sur quoi ? Non, mais je vais poursuivre. Je vais poursuivre. En clair, ces deux pays, c'est France, Allemagne et puis on parle des États-nations. Des États-nations. Mais c'est mené par la Commission européenne, parce que la Commission européenne, elle n'est pas sur ce portage-là du tout. La Commission européenne, elle est libre-échangiste. Non, mais ils obéissent à ce que leur disent la France et l'Allemagne. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous avez une conception du fonctionnement de l'Europe qui explique effectivement non, tous les errements que vous nous sortez régulièrement. Vous êtes un idéologue d'une Europe qui n'existe pas. Et quand la réalité vous contredit, c'est le réel qui a tort. Non, mais messieurs, laissons William T développer sa pensée. Merci, on la commentera ensuite, naturellement, tous ensemble. Il y a cette mesure-là, ou sinon,
si les effets de la guerre commerciale sont trop importants aux États-Unis, on peut commencer à négocier sur Trump, pas de façon totale, mais point par point. Parce qu'en fait, Donald Trump, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des mesures de rétorsion précises pour cibler les pays précisément afin d'obtenir des arbitrages favorables, soit avec la Chine, soit avec la France sur la question de la taxe GAFA, soit la question de l'automobile avec l'Allemagne, notamment ce qu'il a fait pour obtenir une inflexion d'Angela Merkel. Donc il faut prendre précisément quel est l'intérêt de Donald Trump, quel est l'intérêt de la Chine et voir en fonction de ces intérêts comment on se positionne et si nous on est gagnant ou pas. D'accord, mais beaucoup de mots aussi chez Donald Trump. On l'a vu, par exemple, il a un tout petit peu reculé avant de repartir sur des taxations vis-à-vis des Chinois. Mais d'une manière générale, beaucoup de mots sur la Corée qui sont après démentis. Il y a quand même, de la part de Donald Trump, je pense que c'est la campagne qui l'explique. Il y a quand même, lui aussi, quand on parle de flou, dans le cas de Donald Trump, il y a quand même beaucoup de flou sur beaucoup de choses et beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles, et finalement, on verra si les vins français vont être particulièrement taxés ou les automobiles allemandes, mais il y a un grand déplacement d'air dans un sens politique. Alors quand vous dites que c'est l'intérêt national, c'est aussi l'intérêt politique, personnel de Donald Trump. Donc chacun parle à ses électeurs. Alors, ce qui est bizarre, on peut parler, je dis un mot, on peut parler de l'intérêt politique d'Emmanuel Macron dans la controverse sur le climat. Effectivement, là, il y trouve un grand intérêt politique, il est vrai, puisque la France est aujourd'hui mobilisée. On peut aussi dire il surfe sur l'écologie, ça c'est vrai, mais ça veut dire que tous les présidents, finalement, font de la politique. Non, mais juste, madame, avec tout le respect que je vous dois, je vous vois depuis tout à l'heure n'émettre que des critiques vis-à-vis de Donald Trump. Je ne vous ai pas entendu critiquer une seule fois la politique d'Emmanuel Macron. Alors c'est peut-être une illusion d'optique de ma part, mais le problème c'est pas Macron. Quand on fait une analyse, on essaie de faire une analyse équilibrée. Je vous ai dit, il me semble que vous n'êtes pas équilibré du tout, mais enfin bon. Moi, je ne suis pas équilibré. Non, je ne vous trouve pas équilibré du tout. Non, je suis assez équilibré. Dans vos analyses. Mais je pense sur le plan politique, vous voulez dire. En trouvant que sur l'Amazonie, justement, il était allé trop vite et trop loin. Donc, je l'ai dit, je le pense. Simplement, oui, je pense que, si vous me faites dire le fond de mon cœur, oui, je pense qu'en ce moment, Donald Trump est de nature à déséquilibrer complètement le monde tel qu'il fonctionne. Il n'y a que les atlantistes à tout craint qui peuvent dire le contraire. Allez, petite réaction et on va réécouter. Le monde aujourd'hui est en train de redevenir un monde multipolaire dans le sens où nous avons plusieurs puissances. Non mais laissez-moi finir, je vous ai laissé finir. C'est un monde multipolaire. Nous avons le retour de grandes puissances. Alors jusqu'à présent, sous le double impact de la construction communautaire et du libre-échangisme promu par le GATT et puis l'OMC, nous avons un monde qui ces 40 dernières années s'est libéralisé, notamment l'Occident d'ailleurs, avec une pointe d'idéologie tiers-mondiste qui consistait à dire l'Occident en gros en a bien profité, maintenant les pays émergents doivent en profiter aussi. Ce qui explique qu'en fait l'Occident de manière générale et l'Union européenne de manière particulière a laissé tomber ces barrières douanières au profit d'un commerce qui n'est libre que dans un sens. C'est-à-dire, encore une fois, la Chine peut exporter chez nous ce qu'elle veut, elle sera quasiment pas taxée, alors que nous, lorsque nous exportons en Chine, non seulement nous payons des taxes, il y a des barrières non tarifaires, et lorsque vous exportez, vous êtes obligé de faire pour les Chinois un transfert de technologie qui, du coup, pour le coup d'après, leur permet d'être encore plus efficace. Donc, par rapport à ça, non mais je termine. Pas du tout. Mais non, c'est la diplomatie. Par rapport à ça, comme disait le général de Gaulle, le monde n'a pas d'amis, les pays n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Nous, il est temps que nous fassions valoir nos intérêts nationaux. Il est temps que nous protégions nos industries, que nous protégions nos marchés du travail. Non, vis-à-vis de pays prédateurs comme la Chine, et ce n'est pas le seul, comme le fait Donald Trump. Donc Donald Trump est en train d'équilibrer, après 40 années de libre-échangisme et de laisser-faire, il est tout simplement en train d'équilibrer un échange profondément inégal, qui explique d'ailleurs le déficit abyssal qu'il a avec la Chine, pour essayer de le limiter. On ne peut pas lui en vouloir. Par contre, on peut nous en vouloir à nous de ne pas faire la même chose. Il ne le fait pas de la bonne manière. William T. Il n'y a pas uniquement la logique tiers-mondiste, c'est surtout, ça vient du consensus de Washington. C'est que les États-Unis se sont dit à un moment, en mettant en place deux institutions internationales, le FMI et la Banque mondiale, se sont dit, avec le libre-échange, nous allons imposer nos règles, avec notamment la règle de l'étalon d'or, etc. Mais ensuite, il y a un bon côté des États-Unis et un mauvais côté. Passez-moi l'expression, ça a foiré. Non, mais ça a foiré, et c'est pour ça que les États-Unis, du coup, ont élu Donald Trump. C'est pour revenir sur cette politique-là. Mais ceux qui ont élu Donald Trump, précisément, c'est les déplorables de Clinton, c'est-à-dire
tous ces petits blancs qui vivent dans des quartiers désindustrialisés, désertés par les industries, laminés par justement les productions chinoises. C'est eux qui ont porté, et c'est chez nous les gilets jaunes, des débuts. C'est sûr, mais depuis 40 ans, ça veut dire qu'il s'est passé, c'est pas uniquement une logique de bienveillance à l'égard des pays émergents, c'est aussi qu'ils avaient leur intérêt, et donc du coup ils se sont trompés a posteriori, parce que du coup, et c'est ce que disait Alain Perfit sur la Chine, quand la Chine s'éveillera, le monde tombera, et la Chine a réagi. C'est parce qu'en fait, les puissants, enfin en tout cas les élites politiques se sont soumis aux intérêts des multinationales. Ceux qui profitent aujourd'hui du libre-échange international, c'est certainement pas les États et certainement pas les territoires. Ce sont des multinationales qui vont en fait profiter de la mondialisation pour produire à bas coût dans un endroit du monde, faire consommer par un autre endroit du monde. La mondialisation est uniquement négative. La mondialisation uniquement négative. Il n'y a pas d'aspect positif. La mondialisation néolibérale, la mondialisation néolibérale est responsable de la désindustrialisation de nos territoires. Il y a des gagnants et des perdants. Il y a des gagnants et des perdants. Mais numériquement, les perdants sont plus nombreux. Il y a juste deux limites dessus. C'est quand, avec le commerce international, le PIB de chaque pays s'est à peu près développé, et que par contre, la seule limite, c'est que du coup, il y a une distorsion des inégalités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui gagne, mais il y a beaucoup de perdants. Mais globalement, les pays se sont un peu enrichis. En termes de PIB. Oui, alors ceux qui se sont enrichis, c'est surtout les pays émergents, un pays comme la Chine par exemple, et on peut s'en réjouir, a sorti de la pauvreté quasiment un demi-milliard de personnes, ça on peut s'en réjouir. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que moi je ne suis pas président de la Chine, je ne suis pas président non plus du monde. Moi ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt national français. Or chez nous, ceux qui perdent sont majoritaires, les classes populaires ont grossi, nous avons 9 millions de pauvres, 15% de la population française qui vit en dessous du seuil de pauvreté, ce n'était pas ce pourcentage-là il y a 20 ans. Non, mais il y a aussi... Laissons de côté le fait que les chiffres qui viennent d'être donnés sont inexacts. 14,7, pardon, excusez-moi. Deux points. Vous parlez de désindustrialisation. Emmanuel Macron avait bien fait ce constat que dans les dernières au moins les 2 derniers quinquennats, voire même les 15 dernières années, la France a perdu 700 à 800 000 emplois industriels. Depuis 2 ans, nous essayons, autant que faire se peut, de mettre en place une politique qui permet de recréer des emplois industriels. Donc nous avons les statistiques le démontrent. Pas beaucoup, mais quelques-uns. C'est un frémissement, mais c'est quand même c'est une inversion de la courbe. La courbe faisait que les emplois industriels disparaissaient. Aujourd'hui, ils remontent un peu. Grâce à vous. Il faut être honnête. Grâce à vous. Si on regarde, c'est le CICE de François Hollande et le pacte de responsabilité qui ont permis. Ça vient de là un petit peu. Oui, pas les mesures d'Emmanuel Macron. On ne va pas faire de politique française, messieurs. Deuxième point, il y a un pays dont nous n'avons quasiment pas parlé, c'est le Royaume-Uni. Je dirais, comme disait Martin Luther King, I have a dream. J'ai un rêve qu'on se retrouve tous ensemble là, dans quelques mois après le Brexit. Je faisais partie de la mission de suivi des négociations du Brexit et de la commission spéciale qui a permis de voter l'habilitation du gouvernement à prendre des ordonnances en cas de no deal. Donc si l'accord s'avance, si le Brexit avance sans accord. Si effectivement il n'y a pas de report de la date, ce qui est encore possible compte tenu de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous savez que Boris Johnson n'a plus qu'une majorité de 1 voix et qu'en ce moment, d'autres de ses collègues essayent de changer les choses. Mais si le Brexit se produit le 31 octobre, on peut se retrouver dans quelques semaines, dans quelques mois, et on fera le bilan de l'état du Royaume-Uni à ce moment-là. Je peux vous dire que ça va probablement défriser beaucoup de gens. Vous les premiers, monsieur, à nous expliquer qu'il faut sortir de l'Europe ou qu'il faut abandonner l'euro. Parce que quand vous voyez ce qui se profile aujourd'hui de ce qui va se passer en Grande-Bretagne... Sur une pluie de sauterelles. Eh bien, on va voir. Le feu du ciel qui va s'abattre sur la Grande-Bretagne, c'est ça? Alors, vous aurez exactement, vous savez, le 1er novembre au matin, je pense que vous aurez exactement la même tête que le 4 novembre 2016. Ah, mais je vous parle pas du premier... Quand Donald Trump a été élu, alors que vous étiez couché avec Clinton, président de la République. Pas du tout, pas du tout. Donc vous aurez exactement la même tête. Je vous parle pas du jour d'après. Je vous parle pas du jour d'après. Je vous parle pas du jour d'après. Puisque vous parlez du Brexit, c'est quand même assez curieux que la majorité que vous représentez nous explique à longueur de journée que le libre-échange avec des... Je ne représente pas, j'en fais partie, monsieur. Oui, mais si vous la représentez, le libre-échange avec des territoires qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres de la France est parfaitement faisable, comme avec le Mercosur, le CETA, etc. Alors qu'avec un pays comme la Grande-Bretagne, qui est actuellement dans le marché commun, vous nous expliquez que faire... L'Union européenne. Dans le marché commun et dans l'Union européenne, mais la question porte sur le marché commun, c'est-à-dire le maintien... Ça n'existe plus, le marché commun, monsieur. Non, oui, mais d'accord, mais si l'union douanière, alors si vous voulez, l'union douanière, bon...
vous êtes en train de nous expliquer que le libre-échange avec des zones qui sont à des milliers de kilomètres de la France, c'est parfaitement faisable, parfaitement possible et très facile. Et le libre-échange avec la Grande-Bretagne au lendemain de la sortie de l'euro est quelque chose d'infaisable, de totalement impossible. Je n'ai pas dit ça, monsieur. C'est totalement contradictoire. Je vous ai pas dit ça. Demain, si la Grande-Bretagne... Je vous ai pas dit ça. Demain, si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, oui. d'accord, donc le 1er novembre, le jour d'après, oui. J'ai peine à croire que l'Union européenne ne remplace pas son appartenance à l'Union douanière par un accord de libre-échange aussi simplement qu'elle le fait avec le Mercosur, avec le CETA, avec certains pays asiatiques. Monsieur, voilà. Moi, j'ai pas de souci. Donc il n'y aura rien. Arrêtez de faire peur aux gens. Il n'y aura rien. On va pas passer des heures sur le Brexit. Invitez-nous tous ensemble dans quelques mois. On en reparlera. Voilà, le 31 octobre ou le 1er novembre, effectivement. Non, il ne se passera rien le lendemain. Vous serez peut-être sur ce plateau pour le commenter. Vous êtes en train de nous dire que le Brexit va être une catastrophe, que ça va être une pute sauterelle. Il ne s'est rien passé. La situation économique de la Grande-Bretagne est bien meilleure que celle de l'Union européenne. Mais bien sûr que non, monsieur. Alors là, c'est franchement n'importe quoi. C'est franchement n'importe quoi. Le taux de chômage britannique, vous pouvez me le rappeler? C'est pas le sujet. Ah non, bien sûr. C'est parce que c'est pas le sujet, parce que ça rentre pas dans votre spectre. Mais c'est le sujet. On laisse le Brexit, messieurs. On a bien compris, messieurs, que le no deal était sur ce plateau. Il n'y a pas d'accord possible entre vous. On a bien entendu vos arguments. On va donc prendre la direction. Dans 3 mois sur la Brexit. Vous serez invité dans 3 mois puisque le Brexit sera naturellement commenté sur l'antenne d'LCI. On retourne à Biarritz pour retrouver Bastien Auger, notre envoyé spécial. Vous êtes, je crois, dans la salle de presse. Beaucoup d'ambition pour le président de la République, en tout cas dans les termes qu'il a employés pendant son intervention qui a eu lieu maintenant il y a pratiquement 50 minutes. Oui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron essaie de faire de ce G7 un moment important et puis d'impliquer les Français, de faire en sorte qu'ils se sentent concernés par ce sommet. Voilà ce qu'il a expliqué le président de la République, notamment en essayant de tracer un lien entre les grandes crises internationales qu'il va essayer de résoudre pendant ce G7 et puis la vie quotidienne des Français, une manière de leur assurer que ce sommet, qui est souvent en proie à beaucoup de doutes, eh bien, il est utile. C'est le message qu'a répété le président de la République, en même temps qu'il a fixé quelques objectifs, quelques ambitions pour ce G7, essayer bien sûr de résoudre tous les grands sujets de tension, avancer vers une désescalade dans les tensions commerciales qu'il y a notamment entre la Chine et les États-Unis, relancer la croissance mondiale et puis évidemment s'attaquer à la question du climat. Ça fait de vastes ambitions pour ce G7, même si le président l'a reconnu lui-même, il n'arrivera sans doute pas évidemment à obtenir des choses sur tous ces sujets. Et puis Emmanuel Macron a aussi adressé un message à ceux qui se mobilisent contre ce sommet, pas très loin d'ici, pas très loin de Biarritz. J'écouterai ce qu'ils disent, a-t-il affirmé, tout en les appelant au calme, car évidemment la sécurité c'est aussi l'un des enjeux à côté de la diplomatie pour le président de la République et pour le gouvernement. Merci Bastien Auger, merci à Lucas Prévost qui vous accompagne. La sécurité qui est une préoccupation. Effectivement, il y a eu un appel du président de la République au calme pour ces ONG dont on voit pour l'instant qu'elles ont défilé précisément dans le calme. Oui, alors il faut savoir que c'est le début d'après-midi d'abord. Et que généralement, on l'a vu avec les gilets jaunes, les fins d'après-midi sont souvent chaotiques. Il faudra attendre la fin de journée, surtout le départ, puisque le G7 commence vraiment ce soir. Donc je pense que c'est un bon moment, effectivement, pour les fauteurs de troubles d'essayer de faire quelque chose. Enfin, j'anticipe un petit peu, mais j'ose espérer que non. Mais je pense qu'ils trouveront évidemment en face les services de sécurité qui sont là pour calmer tout ce petit monde. Mais on le voit, encore une fois, il y a une manifestation qui est encadrée. Tout à l'heure, vous l'avez signalé, avec des gens avec des brassards. Donc vous avez vu, à partir du moment où il y a des manifestations, même si elles sont un peu houleuses, mais encadrées avec les services d'ordre, des SO comme on dit, ben ça se passe bien. Si on avait eu ça au temps des Gilets jaunes, et Dieu sait si des débats on en a eu, mais on n'aurait pas eu tant de casse, je pense, et tant de problématiques comme on l'avait d'ailleurs du temps des syndicats qui existent et qui ont des services d'ordre pour assurer la sécurité de tous ces dispositifs. Et on ira voir justement la manifestation des Gilets jaunes qui est dans le 15e arrondissement de Paris tout à l'heure et qui a l'air de se dérouler également dans le calme. Juste un petit mot sur les ambitions d'Emmanuel Macron. On a vu qu'il était très volontaire, notamment sur l'apaisement des tensions commerciales. Je reviens sur cette question-là. Sur les négociations à propos des conflits syriens, le nucléaire iranien, la Libye, l'Ukraine, est-ce qu'il aura vraiment un levier
en tant que président du De toute façon, on ne peut pas croire que des solutions à ces problèmes si compliqués qui durent depuis si longtemps puissent être trouvées dans ces 3 jours. Personne ne s'attend à ça. Un miracle. Mais il se comporte au fond comme l'hôte d'un sommet. Encore une fois, je suppose que le sommet se passerait en Allemagne. Madame Merkel essayerait de trouver des points de convergence, quelques solutions. Il se comporte comme l'hôte du sommet. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a raison, qu'il a tort? Je trouve qu'il ne peut pas faire autrement que de se mettre en avant, en tout cas, dans cette partie-là. Après, on verra, mais je ne pense pas que des solutions globales soient trouvées. Alors, il y aura peut-être, effectivement, sur les aspects plus ponctuels, c'est-à-dire les transporteurs maritimes ou les problèmes de textile, il y aura peut-être, en effet, un langage collectif. Mais de toute façon... Qui d'ailleurs a été négocié avant. Il faut juste préciser que le G7 n'est pas une instance décisionnelle. Voilà, donc c'est déclaratif. Ça montre que tous les grands du monde peuvent parler ensemble. C'est déclarer dans un bon sens que déclarer dans un mauvais sens. Oui, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas en attendre des décisions stratégiques et historiques. Madame Cotta a raison. Emmanuel Macron est l'hôte du G7. L'année dernière, je crois que c'était le Canada, c'était Trudeau qui était donc dans le même rôle de faire en sorte qu'on discute un maximum de choses. Et l'an prochain, Donald Trump. Et l'an prochain, Donald Trump, ce qui en pleine année électorale. Ce qui promet juste avant les élections. Mais ça montre que les grands de ce monde veulent se parler entre eux. C'est pour ça qu'on n'attend pas de miracle. Ces grands. Un point important. Il y a quand même d'autres instances. Un point important qui montre. Il y a l'ONU, etc. Enfin bon, on n'a pas besoin du G7 et du G20. Un point important qui montre quand même le côté pragmatique et pratique d'Emmanuel Macron. Il n'a pas mis à l'agenda la négociation et de la rédaction d'un communiqué commun. Oui. Et pour cause. Parce qu'un communiqué commun, ça nécessite de discuter pendant des heures avec des Sherpas pour savoir ce qu'on va écrire et se mettre d'accord. Et se mettre d'accord sur chacun des termes pour que. Donc, on va passer des heures là-dessus. Pour que le lendemain matin ou le soir même, Donald Trump, en décollant, comme il l'avait fait l'année dernière, dénonce immédiatement l'accord. Donc c'est très bien de ne pas consacrer d'énergie à rédiger un communiqué commun, c'est d'utiliser le temps utile pour discuter d'un certain nombre de sujets. Donc là, je trouve que c'est très bien. C'est pas un aveu d'échec de ne pas avoir de communiqué final. Au contraire, parce qu'un communiqué final, c'est une déclaration d'intention. Chacun va enlever un terme parce qu'un terme ne lui plaît pas. Monsieur Trump va vouloir enlever le terme multilatéralisme. Monsieur Bolsonaro passera par M. Trump pour imposer autre chose. Bon, ça servira à rien. D'accord. Au contraire, le citoyen que je suis lorsque ce sommet sera terminé et que je me pose une question comme ça en me disant à quoi ça a servi, qu'est-ce qu'il en est sorti. Monsieur le Président, le Président de la République vous a dit tout à l'heure pendant les 10 minutes qu'il avait. Donc je suis obligé de le croire sur parole. Vous pouvez en tout cas. Parce qu'en fait, un communiqué, c'est quand même un objet collectif. C'est tous les chefs d'État qui se sont mis d'accord là-dessus. Donc on aura une vision unilatérale qui est celle d'Emmanuel Macron. Le Président de la République viendra vous tenir au courant des discussions. Avec sa vision des choses et son ressenti. Eh ben oui. Voilà. Ben ça me paraît normal. Non, c'est pas normal. C'est un sommet avec plusieurs chefs d'État. Il eût été quand même un peu plus honnête de faire un communiqué qui reflète l'avis de tous les participants. Là, nous aurons un avis unilatéral qui est celui du président de la République, avec sa vision des choses et avec une vision des 7 autres chefs d'État. Et ça n'empêchera pas une conférence de presse. Et ça n'empêchera pas Donald Trump de décrier la déclaration de. Voilà, donc fin de la joute, puisque nous allons. Donc c'est pas devoir nous arrêter avant ça. On fait un petit crochet par le boulevard Pasteur à Paris. On retrouve Mathieu Desmoulins sur la manifestation, cette fois-ci, des Gilets jaunes. Retour des Gilets jaunes dans la capitale. Comment ça se passe, Mathieu ? Eh bien écoutez, ça commence un peu à s'exciter. C'était bon enfant jusqu'à maintenant. Et depuis quelques minutes, il y a des blocages de police. On voit les gendarmes qui sortent progressivement, les bombes lacrymogènes, et des gilets jaunes, environ 1 millier ici, qui scandent « ça va péter, ça va péter ». Alors, sur les réseaux sociaux, plusieurs appels à manifester avaient été lancés, notamment pour profiter du fait qu'une bonne partie des forces de l'ordre sont mobilisées dans le sud-ouest avec Biarritz. Au niveau des revendications, c'est toujours assez divers. On a entendu beaucoup de chants anti-forces de l'ordre. Et puis il y a des parapluies en hommage aux manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Et puis toujours le RIC, le pouvoir d'achat. Et c'est une nouveauté, le G7 avec des panneaux comme G7 non, G faim oui. La manifestation va se poursuivre pour terminer vers 18h sur le boulevard de l'Hôpital. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins. Et merci à Charlotte Lefebvre qui vous accompagne. Ces gilets jaunes, on le voit.
il parle également du G7, G20, on parle de Hong Kong. On a l'impression qu'il y a un patchwork de revendications. Tous les mécontentements et toutes les revendications sont effectivement, y compris des revendications contradictoires. Hein, donc, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu du mécontentement. Ouais, ce qu'on avait dans la mouvance Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on avait tout et n'importe quoi. Et des choses intéressantes sûrement. Oui, il y a des choses intéressantes. Mais ce qui est intéressant, le nombre interpelle. Oui. Le nombre interpelle parce que c'est 1000 personnes. Non, là oui, mais globalement, non mais je parle pas des Gilets jaunes, je parle de toutes les manifestations qui ont actuellement lieu sur le territoire. Mais c'est très bien. On a 15 à 16 000 personnes qui sont réunies, c'est quand même pas rien. C'est très bien. Ce qui est inquiétant en même temps, c'est que voilà, certains appellent à la violence sur les policiers. Là, c'est un peu dommage, mais je pense qu'ils doivent faire quand même attention parce que les forces de l'ordre, il y en a encore en réserve quand même. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le plus embêtant, c'est ces fameuses manifestations non déclarées. Oui, mais ça a toujours été le cas. Là, elles sont déclarées, mais je sais qu'il y a des manifestations qui n'ont pas été déclarées, en parallèle, tout à fait, qui vont avoir lieu. Oui. Donc là, elles vont poser un problème de sécurité. Et sur les fins de journée, généralement, c'est là où ça va le plus mal. Donc espérons que ça se passera bien. Il faut espérer surtout ça. Michel Cotta. Un mot pour finir un débat assez animé et où personne n'est d'accord avec personne, mais c'est ça le charme de la France après tout. C'est peut-être l'intérêt national français. William T, le mot de la fin avant de vous libérer tous les 5. Positif et un point négatif. Le point positif, c'est l'engagement des acteurs multinationales, sociétés civiles en faveur du climat, et j'espère une coordination des politiques budgétaires et économiques. Point négatif, c'est que sur l'ensemble des autres sujets, on n'a pas réussi à avancer. Alors que traditionnellement, le G7 est là, pas pour avancer sur des sujets de politique de long terme, mais résoudre les conflits d'actualité. C'est ça qui est dommage. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir commenté d'une façon souvent passionnée cette actualité du G7. Un tout petit